Bonsoir. Oh là là. Dis donc, c'est impressionnant. Je vais me prendre pour Patrick Bruel, hein, je vais faire une petite chanson. Attendez, du calme. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de crier Michel et non pas Patrick, je vous rappelle. Bon, ça me fait très très plaisir de vous voir aussi nombreux. Franchement, on pensait qu'il y aurait du monde, 30, 40 personnes. Là, vous êtes 1500. Là. C'est impressionnant. Je les vois même pas tous. Mais je vous verrai tout à l'heure. Alors, on s'est arrêté à Alençon ce soir. Dans notre tour de France, ouais, merci d'éclairer un peu le public, j'aime bien sentir, parce que, si vous voulez, la télé, c'est formidable, hein. Vous regardez sûrement le magazine de la santé, non? Oui. Alors, attendez, je voudrais qu'on soit bien d'accord déjà sur une chose, pour qu'il y ait une bonne ambiance. Je vais reposer la question, donc préparez-vous. Est-ce qu'il y en a qui regardent le magazine de la santé? Oui! Cette émission que je présente donc avec Marina Carambeu et... On va pas chipoter pour un prénom ou un nom, non? Je les aime bien toutes les deux, figurez-vous. Vraiment. Bon, Marina, je la connais depuis plus longtemps. Ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Marina. Hein. On est dans la 17e année du magazine de la santé, on va aller voir un thérapeute de couple bientôt. Et avec Adriana, bon, c'est pas pareil. C'est sûr qu'Adriana, c'est pas pareil. Enfin bon. Vous pouvez pas savoir le nombre de copains avec qui je me suis fâché depuis que je fais une émission avec Adriana Carambeu. C'est incroyable. À chaque fois que je pars avec elle, et je vais partir encore dans 10 jours en Californie, je sais, c'est chiant. Je pars en Californie avec elle, et à chaque fois, j'ai des copains qui me font la gueule pendant... 15 jours avant et 15 jours après, parce que je suis parti avec elle et elle vient de se marier aujourd'hui, donc c'est trop tard. Alors, voilà, nous faisons donc un tour de France pour être en contact avec le public, parce que la télé, c'est génial, et je vous assure que j'ai une chance incroyable d'en faire. Le problème, c'est qu'on est sur un plateau, on a des caméras, quelques cadreurs derrière les caméras, et puis on ne touche pas les gens. On sait qu'on a 1 million de téléspectateurs tous les jours, mais on ne les voit pas. Et là, depuis qu'on fait ce Tour de France, on doit être à la 18e ou 19e ville de ce Tour de France, commencé il y a 2 ans. Je suis en vrai contact avec vous. Voilà. Je pense que c'est comme les artistes qui font de la télé ou du cinéma et qui de temps en temps font du théâtre. C'est vrai que c'est très important de sentir qu'il y a des êtres humains derrière les postes de télévision. Nous faisons donc ce Tour de France à chaque fois en partenariat avec les municipalités qui nous reçoivent. Et je vais tout de suite demander au député maire d'Alençon, M. Joachim Poueyot, de bien vouloir nous rejoindre ici. Vous passez par là, monsieur le député maire, pour venir nous dire un mot de bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir, parce que sans les municipalités et nos partenaires dont je parlerai après, on ne pourrait rien faire. Je vais vous dire un mot simplement, parce que en tant que député maire d'Alençon, on reçoit beaucoup de demandes. Et mon cabinet sait très bien que j'ai tendance à dire pas non, mais regardez. Et lorsque mon chef de cabinet m'a appelé et me dit voilà, on a une proposition d'organiser à Alençon une belle conférence préventive avec vous en plus, j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Alors vous me gênez. Et donc, et je pense que mon oui était un oui d'intérêt général quand je vois tous les habitants qui sont ici ce soir. Et vraiment, je les remercie parce que cette salle, en plus une belle salle, elle a vocation à organiser des belles conférences. Et je crois que vous l'inaugurez en tant que conférencier. C'est la première fois depuis l'inauguration de la Nova qu'on organise une conférence ici. Mais si on m'avait dit, il y a quelques mois, qu'on pourrait organiser une conférence avec plus de 1500 personnes, je ne sais pas si je l'aurais cru. Ah, vous auriez dû m'appeler, je vous aurais dit. Hein, parce que... Donc, moi, je savais. Hein. Deuxièmement, je voudrais également remercier le CCAS de la ville d'Alençon qui a travaillé pour cette belle conférence. Et puis également remercier la Mutuelle Générale qui est partenaire dans cette soirée. Et puis vous dire qu'en tant que maire, je suis honoré de vous recevoir ici à Alençon.
parce que de temps en temps, j'écoute vos émissions et vous avez un don extraordinaire. Vous êtes un pédagogue et quand on vous écoute, vraiment, c'est très simple ce que vous dites, c'est pas compliqué et malgré tout, la santé, c'est toujours compliqué. Et donc, moi, je voudrais, au nom du public, vraiment vous remercier de la manière dont vous présentez vos émissions, parce que beaucoup de pédagogie, beaucoup de psychologie, beaucoup d'humour également, donc c'est vraiment parfait. Et puis, je voudrais remercier également les médecins qui vont vous entourer ce soir. Il y a des médecins d'Alençon que je voudrais remercier, qui sont devant moi. Donc voilà, donc je suis ce soir un maire heureux de vous accueillir avec un public aussi nombreux, et je sais qu'on va vous écouter avec beaucoup de passion, dans la mesure où, vous savez, au Parlement, on parle souvent de prévention. Et moi, je crois beaucoup à la prévention. En plus, quand vous êtes élu, vous êtes toujours inquiet de votre mémoire. Alors moi, je viens ici en tant que maire, mais également en tant que citoyen, parce que quand on vieillit, on a toujours des craintes. Tiens, j'ai oublié de quelque chose. Est-ce que je suis atteint d'une maladie, par exemple? Je me pose quelquefois la question. Vous êtes souvenu qu'il y avait la conférence ce soir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci et puis bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir et de jouer le jeu, parce qu'effectivement, pour que vous sachiez qu'il y a une conférence, il faut bien qu'il y ait eu une campagne d'affichage. Nous sommes aidés par les municipalités et j'ai vu que j'avais ma photo un petit peu partout dans Alençon, ce qui fait plaisir à mes parents. Et en plus, qui vous permet de savoir qu'il y a cette conférence. Monsieur le député maire a cité la mutuelle générale, sans laquelle nous ne pourrions rien faire. La mutuelle générale nous accompagne, notre partenaire principal, depuis le début de cette aventure, il y a 2 ans. Elle nous accompagne en permanence sur toutes les villes que nous traversons dans ce Tour de France. Et le président de l'agence de la mutuelle générale d'Alençon, Gilles Folin, va monter, vous dire un petit mot d'accueil rapide également. En passant par là, il y a des escaliers aussi. Monsieur Gilles Folin. Merci Michel. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et puis, me donner la parole quelques instants, c'est sympathique. Je souhaite à tous une bonne soirée. La mutuelle générale est heureuse, bien sûr, de participer à l'organisation de cette soirée, comme le disait monsieur le maire, dans cette magnifique salle à Nova. Cela fait maintenant à peu près 3 ans, Michel, je crois, que nous sommes le partenaire principal de Club Santé Débat et que nous accompagnons Michel dans toute la France pour informer le public et répondre aux questions que chacun se pose sur la santé. J'espère que vous trouverez ce soir les réponses à vos questions. C'est aussi pour nous, Mutuelle Générale, l'occasion de réaffirmer notre engagement auprès de nos adhérents, et en les aidant bien sûr à préserver leur santé et en les accompagnant à chaque étape de leur vie. Alors je tenais à dire, Michel, que toutes les conférences bien sûr sont accessibles sur Internet, après, même pour moi, je crois, que ça passe sur Internet. Ah mais là ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas, mais ça passera. Ce serait con de les regarder, c'est voilà. en direct. Et pour ceux qui voudront les regarder une seconde fois, ça passe sur le site de la Mutuelle Générale, bien sûr, et du Club Santé Débat. Bon, je vous laisse en compagnie de Michel, puis très bonne soirée Michel, et merci encore. Merci beaucoup à la Mutuelle Générale de nous aider. Je voudrais vous citer les autres partenaires grâce auxquels également nous pouvons organiser tout ça. Alain Flelou, je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent avec Alain Flelou, qui nous accompagne également. Notre partenaire média, Ouest France, qui a relayé cette conférence. France Bleu également, puisque j'ai été interviewé, j'étais en direct hier, je crois, sur France Bleu pour parler de la mémoire. Et notre partenaire magazine télévision, Télé Loisirs, qui nous suit également. Alors, monsieur le député maire a très gentiment dit que vous alliez m'écouter, mais ce n'est pas moi que vous allez écouter, vous allez surtout écouter nos orateurs, nos experts, parce qu'à chaque fois que nous allons dans une ville, l'idée, c'est pas de faire venir la bonne parole de Paris, comme c'est trop souvent le cas. Toutes les villes, toutes les régions ont des experts, des gens qui sont des spécialistes et qui savent très très bien parler et qui connaissent leur domaine. Donc le principe, moi je viens de Paris, mais tous les experts qui vont vous expliquer ça, eux, ils sont d'ici. Et je vais demander tout de suite au docteur Jean-Philippe Ténin, au docteur Catherine Bénard, au docteur Vincent de la Sayette et au docteur Béatrice Desgranges de bien vouloir me rejoindre sous vos applaudissements.
tous spécialistes, bien évidemment, du cerveau ou de la mémoire. Nous avons deux Alençonnais, on dit, c'est comme ça? Deux Alençonnais. Le docteur Jean-Philippe Thénin, qui est neurologue. D'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est le seul neurologue du département. Donc si vous cherchez un neurologue, vous ne pouvez pas en voir d'autres, même s'il ne vous revient pas, c'est lui et personne. Et il est responsable de la consultation mémoire à l'hôpital d'Alençon. Oui, c'est spécial, hein? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est assis, on ne bouge plus. Voilà, vous ne pouvez pas descendre. Oh là 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 là, terrible accident. Allez, voilà. Vous voulez que je vous aide ou pas? Oh là 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 là. En fait, tout ça est prévu. C'est un sketch. Voilà. Alors, attendez. Vous savez ce que vous allez faire? Bougez pas. Regardez. Vous voulez le baisser? Mais si vous le baissez, on ne vous voit plus. Je veux bien, mais... Regardez, vous vous asseyez, je tiens. Allez-y. C'est pas gagné, je vous confirme. Yes. Alors, vous ne vous balancez pas. Sinon, on va pas être bien. Très bien. Je suis émotif, hein. C'est terrible. Je disais donc, docteur Jean-Philippe Thénin, qui était responsable aussi de la consultation mémoire à l'hôpital d'Alençon, docteur Catherine Bénard, gériatre à l'hôpital d'Alençon, madame, je vais aider, qui est présidente aussi du CLIC du pays d'Alençon. Tiens, expliquez-nous ce que c'est que le CLIC. Il faut un micro, parce que sinon les gens vous entendront pas. Le CLIC est le Centre local d'information et de coordination gérontologique. C'est un lieu où toutes les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent se renseigner sur tout ce qui peut les intéresser. Docteur Vincent de la Sayette, qui est là-bas, qui est neurologue, responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche au CHU de Caen et unité INSERM. C'est bon pour l'instant? 1077. Combien? 1077. Si vous pouvez noter. INSERM 1077. Elle a changé 4 fois le numéro. Ah bah oui, mais comment vous voulez que les gens s'y retrouvent? Ils le sauront. Ils le sauront. Unité 1077. C'est très important. Et c'est dans la même unité que travaille docteur Béatrice Desgranges, qui est directeur de recherche à l'INSERM 1077, non hein, c'est ça. Je vais noter parce que je pense que dans 2 minutes, je m'en souviens plus. Et qui est neuropsychiatre, donc, dans ce même centre à Caen. J'ai dit quoi? Vous êtes neuropsychologue. Déjà, je me suis planté. Ok. On va donc parler de ce qui nous inquiète tous ce soir, cette mémoire, ces trous de mémoire, cette incapacité à se souvenir d'un prénom de quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans, le truc, le grand vide au moment où vous êtes au pied de l'immeuble, vous savez, et que vous voulez faire le digicode, qui n'a pas changé lui non plus depuis 10 ans. Et là, vous vous dites, la carte bleue, la carte bizarre, terrible la carte bizarre. Vous faites le code 15 fois par jour, puis un jour vous êtes en train de prendre de l'essence, vous mettez la carte et vous faites... Et là, c'est la panique. Alors, on peut prendre bien sûr tout ça à la rigolade, hein, en se disant, bon, c'est pas grave, un petit trou de mémoire, un petit code qui part, il va revenir. C'est Maurice Chevalier qui disait un truc très drôle, enfin très drôle. Il disait, vieillir, c'est très mauvais signe quand on oublie de reboutonner sa braguette après avoir pissé, mais c'est pire quand on oublie de la déboutonner avant. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Alors, on va bien évidemment s'intéresser à notre cerveau, on va faire un petit état des lieux de notre cerveau, de la mémoire, et puis après on vous passera la parole. Vous aurez plein d'hôtesses dans la salle qui vous permettront de poser des questions. On va d'abord faire un petit tour du cerveau en chiffres. Vous voyez que le cerveau pèse entre 1,4 kg et 1,5 kg. Le cerveau, il faudrait, si quelqu'un peut nous allumer l'écran, il nous servirait plus que éteint. Je vous dis ça comme ça, mais c'est parce que sinon on ne va pas voir. Hein. Et puis bon, on va avoir un tortille. Puis si vous tournez sur votre chaise, vous allez tous vous casser la figure. Donc voilà, il consomme, vous voyez, beaucoup de notre énergie. Ça c'est incroyable, hein. C'est 2% du poids du corps. Le cerveau, et pourtant c'est 20% de l'énergie. Et il est constitué de 100 milliards de neurones qui communiquent, vous le voyez, avec des milliers d'autres neurones. Alors, docteur de la Sayette, je dis Sayette ou Sayette? Sayette. Sayette, vous ne fâchez pas. Ces histoires de neurones, on sait qu'on est à peu près constitué de 100 milliards de neurones, on dit qu'on en perd combien, 10 000 par jour? Au moins. Au moins 10 000 par jour. Et ce,
Dès la vie fétale, pratiquement, on commence à perdre. Dès la naissance. Dès la naissance. C'est pas grave. Ben, il faut se débarrasser de ce qui est inutile, sans doute. Donc on se débarrasse de beaucoup de neurones qui servent à rien. Et ce qui compte, actuellement, les neurones n'intéressent plus beaucoup. Ce qui intéresse, c'est les synapses et les réseaux. Donc ce qui compte, c'est la qualité des réseaux. Le nombre de connexions. Juste ce qu'il faut, bien connecté. Quand vous dites on se débarrasse de ce qui sert à rien, il n'y a rien qui sert à rien dans l'organisme, normalement. Il y a énormément de zones cérébrales dont on ne connaît pas bien les fonctions. En Mais c'est pas pour ça qu'elles servent à rien, c'est pas parce que non, vous les elles connaissez peuvent pas. servir à quelque chose. Je ne veux pas dire que ça ne va rien, mais par exemple, elles sont capables de reprendre des fonctions si une autre région, une région voisine a été lésée. Et ces neurones qu'on perd tous les jours de façon naturelle, on les perd dans des zones précises. On laisse de côté pour l'instant les maladies, on les perd dans des zones précises du cerveau. Oui, on les perd, notamment chez les gens âgés. Le vieillissement normal fait qu'on les perd plutôt dans le lobe frontal, la partie antérieure du cerveau. Ici. Mais c'est physiologique, c'est normal. Plus fort. Alors il faut coller. Il faut coller au menton, il paraît. Ah oui, c'est bon. Hein, oui. On vous l'a dit tout à l'heure. Ben oui, il faut que je fasse mon réseau. Vous n'avez pas une neuroplasticité terrible. Hein, ouais. Et l'unité, c'est quel numéro 1077. Il encode bien. Hein. Bon, allez-y. Je voudrais compléter ce que Vincent dit. On perd beaucoup de neurones depuis la naissance, mais aussi, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est qu'on en gagne également quelques-uns. On sait maintenant que des nouveaux neurones peuvent se former dans le cerveau, alors qu'on pensait, jusqu'à il y a 10 ans, on pensait que c'était impossible. On pensait que le nombre était atteint, le nombre maximum était atteint à la naissance et qu'on en perdait. Maintenant, on sait qu'on en gagne de nouveau, chaque jour même, on gagne de nouveaux neurones. Donc ça, c'est très très important. Oui, moi je me souviens pendant mes études, on disait un neurone perdu définitivement. Voilà. Quoi. Et non, en fait, on a des nouveaux neurones qui se forment. Mais est-ce qu'ils se forment dans les régions où ils disparaissent ou est-ce qu'ils se forment, puisqu'on parle de la mémoire, j'ai dit un truc drôle, non? Là, si, Vincent, j'ai vu Vincent, je vais vous appeler Vincent, hein, parce que c'est comme ça que vous appelez. Ah, vous marrez entre vous en fait? Non, parce que je croyais que c'était ma question. C'est les réseaux. La première fois, je pose une question sur les neurones, je vais marier quelqu'un, c'est ça. Non, mais est-ce qu'on perd des neurones dans la zone frontale? Oui. Est-ce qu'on récupère des neurones dans la même zone? Non. En fait, les nouveaux neurones, ils naissent essentiellement dans l'hippocampe. On va en reparler, je pense. Alors, on va en parler de l'hippocampe, qui est bien sûr l'une des zones centrales de la mémoire. Alors, vous voyez que le cerveau, c'est compliqué, hein. Il y a plein de lobes, il y a plein de régions différentes. Le lobe frontal dont on vient de parler à l'instant, le lobe temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital, qui est une partie qui est responsable de la vision. Il y a un truc, moi, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut me répondre, je ne crois pas. Non, mais c'est pas parce que vous ne savez pas, c'est parce que ma question est débile. Le lobe occipital, c'est là, vous voyez, c'est derrière, là. C'est le truc qui est le plus éloigné de ça, de l'œil. Et pourtant, c'est la zone de la vision. Je me dis quand même, le mec qui a inventé ça, qu'est-ce qu'il est allé s'emmerder à faire un nerf qui part de l'œil, qui va rentrer dans le cerveau, qui va aller jusque derrière, alors que s'il avait mis la zone visuelle juste devant ou au-dessus, ce serait plus facile, il y aurait de la place pour le reste. Pourquoi on a le lobe occipital si loin de l'œil? C'est anatomique, mais on peut aussi digresser en disant que la sensibilité du pied va se projeter dans la région pariétale. Oui, mais si je comprends que le cerveau soit loin du pied en même temps. Ouais, voilà. Non, ça, j'ai compris, mais au sein du cerveau, non, ça vous a jamais interpellé? Non, parce que après l'œil et puis le nerf optique, il se passe énormément de choses entre l'œil et le cortex occipital. Le nerf optique se divise en deux, comme le chiasma, les bandettes optiques, donc il se passe énormément de choses. Et puis il y a des fibres qui n'arrivent pas au cortex occipital, qui font relais ailleurs. Donc il faut de la place pour tout ça. D'accord. Donc plus la place, plus ça vaut. C'était une question débile, d'accord. Alors, un point important, le cerveau est un organe, vous avez vu tout à l'heure, hein, qui consommait 20% de l'énergie totale de l'organisme alors qu'il ne représente que 2% du poids. C'est probablement la zone la plus vascularisée de l'organisme. Il y a un nombre de vaisseaux incroyable, hein, on vous en a juste schématisé quelques-uns. Un réseau très très compliqué, très riche, qui va bien sûr nourrir les neurones, qui va expliquer aussi les accidents vasculaires cérébraux. Cette vascularisation, on va voir tout à l'heure les troubles de la mémoire, mais cette vascularisation, Dr Ténin, c'est un élément indispensable pour mémoriser les choses.
De toute manière, on sait très bien que les cellules nerveuses, les neurones ont besoin d'une oxygénation qui est apportée par les vaisseaux, quelle que soit la zone du cerveau. Et on voit bien dans les circonstances que sont les accidents cérébrovasculaires qu'il y a des troubles divers et variés en fonction des régions lésées, mais tout est lié aussi à la vascularisation cérébrale. Et Monsieur le maire parlait de prévention. Il y a de la prévention extrêmement importante à faire dans les pathologies vasculaires et notamment cérébrovasculaires. Une prévention qui est indispensable pour la mémorisation aussi, pour le maintien de la mémoire? Pour la mémorisation aussi, parce que quand on a des accidents vasculaires cérébraux, on peut déjà avoir des troubles de la mémoire, mais ça peut aussi dévoiler des troubles de la mémoire qui étaient préexistants et qui n'étaient pas très apparents. Et donc, il y a, quoi qu'il en soit, une relation avec les différents facteurs de risque vasculaire et certaines pathologies de la mémoire. On va voir par quoi se traduit le vieillissement naturel du cerveau. Vous voyez que la masse cérébrale elle-même diminue, qu'on a le nombre de neurones, là on en a parlé tout à l'heure, qui font également. Et puis il y a ces fameux neuromédiateurs. Alors justement, docteur de la Sayette, comment ça se passe? Le neuromédiateur, en gros, ce sont on va dire que ce sont des substances qui vont permettre à l'information de passer d'un neurone à l'autre. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des milliers de connexions entre un neurone et les autres. Ils ne se touchent pas complètement, il y a un tout petit espace qu'on appelle la synapse, et le neurone qui va faire véhiculer l'information lâche des petites molécules qui vont passer dans ce petit espace, qui va à son tour exciter le neurone suivant. Ça, ce sont des neuromédiateurs. Des neuromédiateurs, on en a plein dans le cerveau, de différents. Il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle la dopamine. On le connaît malheureusement parce que quand on n'a pas assez de dopamine, on développe la maladie de Parkinson. Comment vieillit physiologiquement la sécrétion de ces neuromédiateurs, docteur Bassayette? Globalement, il n'y a pas de modification très particulière des neuromédiateurs et de leur distribution au cours du vieillissement normal. Il y a deux grands neuromédiateurs. Il y a le GABA, qui est un neuromédiateur plutôt inhibiteur, qui calme les choses. Et puis il y a le glutamate, qui est un neuromédiateur plutôt excitateur, donc qui est plutôt activateur en général, mais qui peut entraîner des lésions cérébrales quelquefois aussi. Donc il y a plutôt une diminution un peu du glutamate lors du vieillissement général, mais il n'y a pas de diminution précise d'un neuromédiateur au cours du vieillissement. C'est corrélé avec la perte neuronale un peu générale. Alors on disait tout à l'heure, on parlait du volume du cerveau, enfin du poids du cerveau qui faisait entre 1,4 kg, 1,5 kg. On dit que le volume du cerveau, peut-être pas le poids, mais le volume, est à son maximum à l'âge de 14 ans. C'est vrai ou pas? Je pense, il faudrait demander à un neuropédiatre, je vois peu d'enfants. J'en ai pas sous la main. Alors, ouais. Et il est nettement plus petit chez la femme, ce qui n'empêche rien. Oui, ça je préférais que ce soit vous qui le disiez. Mais on va parler des différences entre femmes et hommes tout à l'heure, parce qu'en dehors du fait que le cerveau est plus petit, parce que la femme est plus petite morphologiquement... Elles font beaucoup mieux avec moi. Elles font beaucoup plus avec moi. Vous essayez de vous rattraper. Il y a des différences de fonctionnement entre le cerveau féminin et masculin, mais par exemple, les femmes, vous êtes multitâches. Nous, on fait qu'une tâche. Mais nous, on est monotâche. C'est vrai ou pas? C'est prouvé, madame. Confirmez-moi. Est-ce que oui ou non? C'est vraiment... Vous me lancez dans un débat un peu complexe, là, Non, c'est vrai ou pas qu'il y a une différence de fonctionnement? Alors, sérieusement, il n'y a pas beaucoup de fonctions cognitives en fait qui montrent une différence aussi importante que ça entre les hommes et les femmes. On dit toujours que les femmes sont meilleures dans le domaine verbal. Vous allez me dire qu'elles parlent plus, etc. Vous allez... Non, je ne dis rien. Voilà. Dans le domaine verbal, notamment de la mémoire verbale. Voilà. Alors que les hommes sont meilleurs dans le domaine visio-spatial, visio-constructif, la mémoire visuelle, l'orientation spatiale. Si je traduis, vous êtes incapable de lire une carte routière, alors que nous, les hommes, on est capable. Mais ça, on le sait. Avec quelques nuances, je pense que c'est quelque chose. Non, j'ai incapable, j'exagère. Oui. Non, mais c'est vrai que statistiquement, c'est assez vrai. Donc, le cerveau des hommes et des femmes est relativement semblable, à quelques différences près. La différence qui me vient à l'esprit, c'est que les hommes semblent avoir un cerveau plus latéralisé,
entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, il y a des fonctions qui sont très latéralisées, alors que les femmes auraient des fonctions plus distribuées entre les deux hémisphères. C'est quelque chose qui a été montré. Ah d'accord. Donc une facilité de communication plus importante entre les deux hémisphères. Pour les femmes. Pour les femmes. Mais qu'est-ce qui explique les multitâches? Le fait que Ça, par exemple. Et puis la mémoire, par exemple. On va en parler de la Oui. mémoire. Mais vous vous souvenez de tout, et nous, on se prend les pieds dans le tapis très souvent, quand Je même. suis pas sûre qu'on puisse dire. Non, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. On peut pas dire ça? Non. On vous le dira tout à Je ne l'heure. crois pas. Alors, donc on a parlé des neurotransmetteurs. Il faut savoir quand même que ce qui est extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle l'information va passer. C'est quoi c'est 100 mètres par seconde en fonction des fibres nerveuses. Vous voyez ici un neurone, il y a le corps du neurone là qui est au milieu, l'étoile, la planète, et puis tous les câbles qui partent. Et là, on a simplifié. La vitesse de conduction est variable selon le fait qu'il y ait ou non une gaine autour des neurones. C'est ce qui permet d'augmenter la vitesse. La vitesse d'un neurone qui n'a pas de gaine qu'on appelle la gaine de myéline, c'est conduit à 1 mètre par seconde parce que ça se dépolarise à la suite, tandis que s'il y a une gaine de myéline, ça va effectivement jusqu'à 100 mètres par seconde parce qu'il y a cette gaine qui permet à la conduction d'aller beaucoup plus vite. C'est comme un câble électrique. C'est un câble électrique, oui, c'est de la circuiterie électrique. Si vous dénudez le câble, et bien là, ça fait pas un court-circuit, mais là, dans le cerveau, c'est un câble qui n'est pas obligatoirement altéré, et il y a des fils myélinisés, des fils non myélinisés. Quand vous voyez ici, vous avez un éclair, là, par exemple, sur la grosse... on peut penser que c'est une lésion. À ce moment-là, les neurones vont conduire beaucoup moins vite les informations. Alors on va parler du vieillissement normal du cerveau. On va voir parmi les fonctions qui déclinent régulièrement avec l'âge, hein, qui ne veut pas dire qu'on devient malade, les perceptions sensorielles, on va en parler, les fonctions motrices qui sont ralenties, les réflexes, la marche, etc., diminution de la durée du sommeil, et la dégradation des fonctions cognitives, dont la mémoire, et bien sûr là il y a... à l'extrême, il y a ces maladies dégénératives. Et puis, il y a ces troubles de l'humeur et de la motivation. Docteur Bénard, vous êtes donc gériatre à l'hôpital d'Alençon. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces symptômes qui apparaissent avec le vieillissement? Alors, c'est pas, je parle de symptômes, pas vraiment les perceptions sensorielles altérées. C'est celles qui sont touchées en premier, avec l'âge ou pas? Oui, souvent. Mais c'est vrai que un des points les plus importants, c'est le ralentissement, hein, qui est variable d'une personne à l'autre. Et qui est dû à quoi, en fait? À la perte de neurones, à la moins grande rapidité du passage de l'influx d'électricité? C'est quoi? Monsieur de la Sayette. Ça doit être ça. D'accord, merci. Okay. Dirons-nous que c'est physiologique. Vous savez, il y a des fois, c'est pas facile, hein, ces conférences. J'ai l'impression de poser des questions débiles, vous avez vu dans le film, ou ils n'ont pas la réponse. Oui, c'est nous. Là, ils n'ont pas la réponse. Non, mais la réponse, ça peut durer un quart d'heure. C'est moins dévascularisé, il y a moins de neuromédiateurs, les neurones meurent plus, les synapses disparaissent, enfin, tout fout le camp, quoi. D'accord. Mais normalement, c'est comme une voiture qui vieillit. Très bien. Et d'autres, donc les fonctions, docteur Bénard, qui... Alors, il y a souvent beaucoup de plaintes sur la mémoire. lutter contre le menton. Sur la mémoire, l'attention, les capacités intellectuelles. Mais tout le monde ne les perd pas. C'est pas parce que l'on vieillit, c'est pas parce que l'on est très âgé qu'on a forcément des troubles cognitifs. Hein, mais c'est vrai qu'on peut... On peut tout avoir. On peut tout avoir. Ouais. Allez. Si je peux me permettre, parce que je vois sur cette diapositive des tas de mots que j'éviterais d'employer dans le cadre du vieillissement normal. Moi aussi, quand je fais des cours, je dis le déclin, les déficits, les pertes, etc. Et en fait, dans le vieillissement normal, il s'agit de normal, donc pas d'altération, pas de perturbations, qui sont des maladies, là, dans ce cas-là. Donc, bon, vous voyez, les termes, là, réfèrent à des maladies, et c'est très, très important, et ça, c'est peut-être quelque chose que je vais encore répéter tout à l'heure, parce qu'il faut absolument que vous partiez avec l'idée que le vieillissement normal est normal. D'accord ? Mais que c'est aussi le vieillissement. C'est le vieillissement, mais que ce n'est pas une maladie et que c'est très différent des maladies. Et on y reviendra par la suite quand on parlera de la maladie d'Alzheimer, j'imagine. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a certainement une diminution de certaines capacités cognitives avec l'âge, mais pas toutes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il y a aussi des capacités qui sont préservées avec l'âge.
et même des capacités qui pourraient même avoir tendance à augmenter avec l'âge. Donc ça, c'est quand même intéressant à signaler. On y reviendra dans le détail par la suite. Et comme vous dites, il y a une grande variabilité interindividuelle, donc il y a des personnes qui vieillissent très bien, d'autres moins bien. Et la recherche à l'heure actuelle s'intéresse beaucoup aux conditions qui font qu'on vieillit plus ou moins bien. Et donc c'est ça qui... On essaie de mettre en évidence les choses qui vont bien aussi et qui bien sûr, fonctionnent bien. Ce soir, c'est Voilà. le but. Tout ce à chaque fois qu'on parle de cognitif, c'est intellectuel, raisonnement, pas intellectuel dans le sens prix Nobel. Hein. C'est juste le fonctionnement intellectuel du cerveau. Alors on va parler de la mémoire, là, bien sûr, avec ces troubles, mais avant de parler de ces troubles, on va parler de la mémoire normale, parce que c'est quelque chose de très compliqué, la mémoire. C'est très compliqué parce que s'il y avait une seule région, ça serait facile. Si vous voyez l'hippocampe, là, dont on a parlé tout à l'heure, cette petite zone, si avec ça, on vous dirait la mémoire elle est là, et puis voilà, basta, il faut travailler ça, machin. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs types de mémoire, et c'est vous qui allez nous expliquer ça. Alors on a la mémoire sensorielle, on a la mémoire à court terme, on a la mémoire à long terme. Alors qui est-ce qui va s'y coller pour essayer de nous expliquer ça le plus simplement possible? Je peux commencer, puis mes collègues vont continuer. Ah non, si vous commencez, vous finissez. D'accord. Alors, la mémoire sensorielle, en fait, c'est une mémoire qui n'est pas vraiment une mémoire, qui est plutôt de l'ordre de la perception. Donc, moi, je ne la classe pas vraiment dans le domaine de la mémoire. Vous allez me tailler toutes les diapos. Non, mais mais qu'on se mette d'accord, parce que si à ce moment-là, on va arrêter de dépasser. On n'a pas eu le temps de se mettre si à chaque d'accord. fois... Non, mais si à chaque fois que j'ai une diapo, vous me dites non, c'est pas ça qu'il faut dire, je n'ai pas dit ça, le reste est parfait. Si, vous avez dit ça. Non, vous avez dit ça. Elle a dit ça, non? Vous voyez? Le reste est parfait. Mais je pense que Patrick Desgrands, je le pense. Le reste est parfait, c'est-à-dire la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est une mémoire qui permet de retenir une petite quantité d'informations pendant un petit moment. Par exemple, le nombre, le chiffre qui 1077. Bravo. Si à la fin de notre séance ce soir, vous savez encore que c'est 1077, je dirais que c'est passé en mémoire à long terme, pour vous. Ça ne me sert à rien, surtout. Non. Alors, heureusement, c'est passé en mémoire à long terme, mais heureusement, ça va être oublié par la suite. Et la plupart des informations qui sont encodées en mémoire, en fait, sont oubliées par la suite. Et l'oubli, c'est quelque chose dont on se plaint beaucoup, hein, tous. Mais heureusement qu'on oublie beaucoup des informations, parce que ça ne sert à rien. C'est le drame de tous ceux qui ont des mémoires... L'Asperger, par exemple, non? C'est autre chose? Oui, ou des mémoires, ou l'hypermnésie, enfin les gens qui ont... Qui n'oublient rien. Voilà. C'est terrible. C'est quelque chose qu'on commence à mieux décrire, on ne comprend pas. Et d'ailleurs, vraiment. comment on peut vivre? On a 50 ans, on n'oublie rien, aucun détail des 50 années passées? Oui. Alors ça a été décrit dans la littérature. Là, j'ai lu un article, j'ai parcouru un article récent qui décrit une dizaine de cas. C'est très rare quand même. Mais les gens deviennent fous, non? Ils souffrent énormément. Ce sont des gens qui se rappellent de tout et qui peuvent vous dire ce qu'ils faisaient à telle date, tel jour, exactement la couleur de la jupe, la couleur du ciel, etc. Ils mettent ça où dans le cerveau? Alors là, où c'est partout, évidemment. Déjà, vous avez déjà parlé de réseau tout à l'heure, mais là, c'est évidemment que le réseau, il est très important. Mais donc, rien ne s'efface, et c'est quelque chose qui relève peut-être, enfin, on comprend mal encore, hein, on relève peut-être du TOC ou d'une obsession à tout contrôler, à tout mémoriser, à tout répéter. Ce sont des gens qui répètent, par exemple, ça a été décrit comme ça, des cas, le soir, qui se répètent tout ce qui s'est passé dans la journée, qui répètent, et à ce moment-là, l'information finissent par mémoriser. Et ne rien oublier par la suite. Donc ce sont des gens qui se plaignent de ça, qui souffrent. Vous me faites peur avec le 1077 là, si je me répète ça ce soir. C'est vous qui... C'est une dent qui cogne? C'est quoi? C'est quand je ris en fait. Ah, c'est quand vous rite. Quand vous riez, ça fait péter tous les micros. Soyons sérieux. Vous arrêtez de rire, s'il vous plaît. Mais par contre, la mémoire à court terme et à long terme, c'est vraiment très global comme description. On pourrait peut-être aller plus loin par la suite. D'accord. Alors, là, il y a plein de petites mémoires aussi. C'est des sous-mémoires, c'est quoi? Alors, dans la mémoire à court terme, voilà, on a une mémoire à court terme d'un côté qui est synonyme de mémoire de travail qu'on voit ici. C'est synonyme, d'accord? Et puis dans la mémoire à long terme, on a un petit peu toutes ces mémoires que vous avez mentionnées là. Et les plus importantes dont on va peut-être parler ce soir, c'est la mémoire sémantique, les concepts, les connaissances, tout ce qu'on sait. Les mots, les connaissances, ce qu'on a appris à l'école, etc., etc. La mémoire épisodique, c'est la mémoire au sens courant du terme, c'est-à-dire la mémoire des événements qu'on a vécus
notre mémoire autobiographique, celle dont on se souvient en se rappelant où c'était, quand c'était, ce qu'on a ressenti, etc., etc. Comme c'est mentionné sur la diapo, c'est effectivement la mémoire la plus touchée dans les amnésies. Donc on en reparlera peut-être plus tard. Et puis la mémoire procédurale, j'ai envie de la commenter aussi, parce que c'est la mémoire des habitudes, la mémoire qui nous a permis d'acquérir des tas d'habiletés motrices, cognitives, Quand on fait etc. du vélo, c'est celle-là? Voilà, quand on fait du vélo, c'est ça. D'accord. On peut avoir arrêté de faire du vélo pendant 20 ans, on monte dessus, on sait comment faire. C'est ça. D'accord. C'est utile. Absolument, c'est absolument indispensable, évidemment. Et en plus, c'est une mémoire qui résiste très bien dans... Parce que si on ne l'avait pas, celle-là, bah, je pense que le cerveau, dans certaines pathologies, accidents vasculaires et tout, on trouve des trucs incroyables. Il y a des gens qui sont touchés uniquement, on va en parler des troubles, mais que sur cette mémoire procédurale, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de réapprendre à chaque fois à monter sur un vélo? C'est rare, c'est rare. C'est exceptionnel. C'est une mémoire qui est extraordinairement robuste. Parce que quand elle est perturbée, c'est parce qu'il y a un trouble moteur ou un trouble sensoriel sensitif. Alors, la mémoire, normalement, l'évolution, le vieillissement normal de la mémoire, c'est quoi avec l'âge, docteur Bénard? Docteur Bénard, vous êtes là? Si je me trompe sur votre nom, vous me dites, hein? Je laisserai bien quelqu'un d'autre répondre. Très bien. Je passe la main. Non plus? Moi aussi, je vais répondre sur le vieillissement physiologique. Il y a des difficultés qui sont dans effectivement la rapidité. Il y a avec des plaintes qui sont qu'on n'est plus comme avant, alors que le fonctionnement global est normal, qu'il n'y a pas de retentissement habituel dans le quotidien, mais il y a effectivement une gêne. C'est un élément qui amène les gens à se poser des questions. Bon, les bilans permettent souvent de les rassurer sur leur fonctionnement. Est-ce qu'on a plus de trous de mémoire en vieillissant? Est-ce que, ce que je disais tout à l'heure en rigolant, le code de l'immeuble, le numéro de carte bleue, tout ça, est-ce que c'est des choses qui viennent plus souvent ou pas? Pas obligatoirement, ça touche même les sujets jeunes, ça arrive même aux médecins d'oublier un certain nombre de choses. Il y a des exemples... D'oublier un bistouri, un peu comme ça. Non, c'est pas ça. On a parlé des médecins. On a parlé des médecins, mais on peut oublier des choses. Et puis chacun a des techniques pour ne pas oublier, de prendre... Non, oui, je sais, mais il y a... Est-ce que c'est plus chez les sujets âgés? Non, oui, c'est ça. Je crois pas. J'ai pas l'impression, vous pensez? La mémoire est beaucoup moins brillante chez les sujets âgés, mais pas pour tout. Et notamment, c'est la mémoire épisodique qui est peut-être la plus perturbée, mais d'une manière précise. C'est-à-dire qu'on va oublier de faire quelque chose. On va oublier de répondre à quelqu'un, que sais-je. Mais si on a un indice, aussitôt, on retrouve ce qui a été oublié, ou ce qu'on avait à faire. De sorte que, ça c'est lié au fait que le lobe frontal vieillit. Dans le vieillissement normal, il diminue. Et le lobe frontal, c'est le directeur, c'est celui qui nous dit quoi faire, quand faire, comment organiser les choses. Et donc, chez les sujets âgés, ils vont avoir tendance à oublier les choses, mais dès qu'ils ont un indice, ça revient. Donc, c'est très bon signe d'oublier et, pour une raison X, Y, de retrouver. Si on a retrouvé, ça veut dire que c'était pas perdu. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à le trouver. Et si, par exemple, et puis il y a aussi le fait de penser à plusieurs choses en même temps, ou de ne pas être concentré sur ce qu'il faut mémoriser. Par exemple, je ne pense pas qu'il y en ait un seul d'entre vous qui n'ait pas un jour connu cette situation. Vous êtes assis à une table, vous vous dites, je vais dans la cuisine chercher un truc. J'arrive dans la cuisine. Hein. Déjà, j'ai trouvé la cuisine, ce qui est bien. J'arrive dans la cuisine, je me dis, qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Je suis venu chercher un truc, mais quoi? On repart. Parfois même, on se rassoit. Hop! Et là, ça revient. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour ça? C'est un indice, on ne sait pas lequel, qui d'un seul coup a rappelé l'action à faire, ce qu'on allait faire. Hein, mais c'est pourquoi? C'est parce que au moment où on s'est levé en se disant faut que j'aille chercher un truc dans la cuisine, on a pensé à autre chose pendant qu'on y allait qui nous a fait oublier la raison pour laquelle on s'est placé? Bien entendu. Quand vous allez chercher votre couteau de boucherie dans la cuisine pour faire je ne sais pas quoi, vous êtes dans votre salon, vous ne dites pas je vais chercher mon couteau de boucherie, mon couteau de boucherie. Pour tuer ma femme. Enfin, j'espère.
Voilà. Et donc Je j'espère. n'ai pas de couteau de boucherie. Non, mais par exemple, votre casse-noisette, et puis vous pensiez à votre émission de la veille. Vous savez quoi? Non. Si vous voulez me dégoûter et me donner tout sauf envie de venir dîner chez vous, vous avez réussi parce que franchement, Je un crois couteau que de vous boucherie, avez- un casse-noisette, ça va être sympa votre vie, hein? Ouais, non, non. Enfin bref, on pense à autre chose. Vous n'êtes pas normand parce que nous, il y a les homards, par exemple, les crabes, le casse-noisette, ça sert à ça. Ah, Hein, enfin, un casse-noisette, casse-crabe, c'est préféré. alors. Ouais. D'accord. Donc c'est pas inquiétant. Si ça nous arrive souvent. Absolument pas. La fatigue intervient comment dans la mémoire? La fatigue intervient parce que quand on est fatigué, on n'est pas concentré sur sa tâche, on pense à autre chose, on a plusieurs idées qui viennent en tête, on n'arrive pas à trier, il faut dormir. Et on sait que le sommeil joue un rôle important également dans la mémorisation des informations. Oui, alors On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Juste un petit... Vous pouvez revenir un peu? Reviens, bien sûr, je peux revenir, madame. Regardez. Juste. C'est juste un petit détail. Comme on a parlé des différents types de mémoire, dans le vieillissement normal, la mémoire épisodique, elle est effectivement sensible aux effets de l'âge, c'est-à-dire qu'il y a une petite baisse de cette mémoire épisodique. Par contre, et c'est ça qu'il faut retenir aussi, excusez-moi. Vous avez ri? Non, même pas. Je ne sais pas, excusez-moi, je vais essayer d'être calme. La mémoire Je sémantique. vous comprends. D'accord. Moi aussi, vous me rendez nerveux. La mémoire sémantique, elle augmente, enfin, elle est très stable, très résistante, et même parfois on dit qu'elle augmente au fil des années. Donc ça, c'est un message intéressant. C'est-à-dire le nombre de concepts, de mots qu'on connaît, de connaissances sémantiques augmente au fil de l'âge. Donc ça, c'est quand même positif. Et puis la mémoire procédurale, c'est aussi quelque chose qui résiste bien. Donc voilà, il faut aussi dire, c'est ce que je disais. Donc en positive. En positive. Alors, les différentes causes, on va les voir apparaître au fur et à mesure. Cette fameuse hippocampe, ce fameux hippocampe qui est au milieu du cerveau, c'est une des parties du cerveau qui diminue considérablement dans la maladie d'Alzheimer, on en parlera tout à l'heure. Que devient l'hippocampe avec le vieillissement normal? Vous m'arrivez. Non, parce qu'on sait l'un et l'autre ce qu'on sait, enfin ce que l'autre sait. Vous savez, Oui, on sait ce que- vous vivez ensemble peut-être, non? Attention, il y a On travaille quelqu'un de la ensemble. famille dans la salle. Mais on fait bourre à part. Hein. On travaille ensemble depuis longtemps. D'accord. Et alors, bon, qu'est-ce bah- ça ne me dit pas ce qui vous fait marrer, mais bon. Bon, je vais commencer. Vincent, tu vas poursuivre si tu veux. Mais Vous savez quoi, on va descendre nous deux, hein. Enfin, nous trois. On va y aller. Bougez pas, madame. Attendez. On va les laisser parce que ils peuvent faire la conférence sous les deux. Oui, non, mais ils la font bien en plus. En fait, je pose une question à l'un et il regarde l'autre pour savoir s'il peut répondre. Allez-y. non, Je vous en- vous me dites si je parle trop. Ah non, non, au contraire, c'est vachement sympa. Non, je commence simplement. Allez. Donc l'hippocampe, effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, c'est la région clé. Donc on s'est intéressé dans l'unité à cet hippocampe dans le vieillissement normal. Parce que dans la littérature, il y avait des auteurs qui disaient que le volume décline avec l'âge, et puis d'autres auteurs qui disaient que non. Donc nous, on a fait une étude et on a montré qu'en fait, une partie de l'hippocampe, c'est une des régions qui résiste le mieux aux effets de l'âge, au contraire. Et c'est la partie antérieure de l'hippocampe. Ça, c'est vraiment important. Enfin, ça vous dit peut-être rien, la partie antérieure ou la partie postérieure de l'hippocampe. C'est celle Mais en qui est tout en cas, avant, on voilà, arrive. c'est ça, exactement. La partie antérieure de l'hippocampe résiste très bien aux effets de l'âge, et donc c'est important à faire passer comme message aussi. L'hippocampe n'est pas touché de façon dramatique ou importante dans le vieillissement normal. Voilà. Alors, on a vu que cet hippocampe était important. Un souvenir, ça se forme comment, par exemple? Il me Alors, tue. un souvenir, le souvenir, c'est la mémoire épisodique. Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que la plupart des souvenirs, on s'en débarrasse. Par exemple, hier, j'ai acheté du pain, je le sais encore aujourd'hui, mais demain, bon, aucun intérêt. Donc, le nombre de souvenirs que l'on retient, c'est pas une grande quantité. Alors, pour former un souvenir, il faut d'abord encoder un événement. Et un événement, c'est encodé en lieu, c'était où? En temps, c'était quand? Et puis, il y a tout un contexte. C'était avec qui? Il faisait chaud, il faisait froid, c'était agréable, désagréable. Et une fois que cet événement a été encodé, là, l'hippocampe joue un rôle majeur, l'épisode souvenir va pouvoir être en quelque sorte rejoué éventuellement.
Et plus l'événement, le souvenir va être joué, plus finalement on va le garder en mémoire. Et petit à petit, cet événement va pouvoir passer, entre guillemets, dans la mémoire sémantique, c'est-à-dire dans les connaissances qu'on a des choses, de ce qui nous est arrivé. Et c'est par exemple, si je me souviens de mon voyage au Canada en 1986, je vais chercher quelque chose dans mon cerveau, et là je suis capable de réévoquer des souvenirs que j'ai vécus. Je peux fermer les yeux, c'était quand, c'était comment, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Donc il y a vraiment on pourrait dire un dialogue entre la mémoire épisodique, qui est l'événement, la mémoire sémantique qui stocke les éléments, et ensuite on va pouvoir rejouer l'événement, le souvenir, l'épisode, qui d'ailleurs éventuellement est complètement transformé et modifié. Hein. Vous avez tous des souvenirs d'enfance, la maison de mes grands-parents était énorme, etc. Et puis quand 30 ans plus tard je la revois, je la reconnais immédiatement, mais qu'est-ce qu'elle est petite. Forcément, vous étiez vous-même petit. Mes yeux étaient aussi grands que maintenant, et je voyais aussi bien. Non, vous la voyez forcément à la taille... Oui, aussi, mais mes souvenirs se sont modifiés. Justement, vous parlez des enfants. Je voudrais qu'on allume la salle 2 secondes. Est-ce que quelqu'un, ne vous inquiétez pas, je ne descendrai pas vous poser la question, mais est-ce que quelqu'un se souvient, a des souvenirs de crèche, quand il était à la crèche? Vous levez la main juste, ne vous inquiétez pas, je ne vous fais pas monter sur la scène. Que les personnes qui ont des souvenirs de crèche, madame, vous avez des souvenirs de crèche, vous aviez quel âge à peu près? 18 mois, vous vous souvenez. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui ont des souvenirs de crèche ou pas? Il n'y a pas de crèche à Alençon, c'est... Vous avez des souvenirs de crèche. Monsieur le député maire, vous avez des souvenirs de crèche? Ah, vous voulez dire qu'il y a des crèches à Alençon? Ah non, je ne vais pas vous le bordel, hein, sur le plan politique, bien évidemment. Mais sûrement d'excellent. C'est sûrement les meilleures crèches de France. Presque. Donc il n'y a pas beaucoup de... Vous n'avez pas de souvenirs de crèche? Ah, là-bas, monsieur. Quel âge vous aviez? Beaucoup de souvenirs antérieurs à 2 ans. Avant 2 ans. Très bien. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Si? Non, c'est vous pas avez possible. raison. C'est des souvenirs que vous vous êtes fabriqués parce qu'on ne peut pas se souvenir de choses avant d'avoir verbalisé les choses. C'est ça ou pas? C'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de vrais souvenirs. Enfin, c'est ce qu'on... Après, ne vous fâchez pas, vous avez certainement des... Non, mais des vrais... Ce qu'on entend vraiment par souvenir, tel que Vincent l'a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à raconter où c'était, quand c'était, etc., etc. Des vrais souvenirs ne peuvent pas se former avant l'âge de 5-6 ans, à peu près. Mais les souvenirs visuels que monsieur décrit? Ce sont des images. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est quelque chose qu'on a dû vous raconter, ou que vous avez vu sur des photos, que vous avez imaginé, etc. etc. C'est des souvenirs qu'on se fabrique après. Voilà, après si on vous montre des photos quand vous étiez à la crèche, vous finissez par vous dire « Ah bah oui, c'est un souvenir. » On va tourner par là parce que je sens. Plus ça va aller, plus vous allez tourner le dos. Je tourne le dos, c'est dommage. Ouais. C'est parce que vous bougez beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais je vous dis, c'est pas pour vous accuser de mentir, hein, mais il y a plein de gens qui... Ah, vous y pensez depuis longtemps? Et vous savez pourquoi vous... Ah. Madame se demande pourquoi elle s'en souvient ou elle pense s'en souvenir alors qu'on ne peut pas. Non mais enfin, je ne peux pas parler de vous précisément, mais de façon générale, c'est vrai que ce qu'on considère, c'est que ce n'est pas un vrai souvenir et c'est quelque chose qui a été reconstruit. Mentalement, même plus ou moins à votre insu, ce qui fait que finalement vous pensez avoir un souvenir, mais c'est pas mais en même quelque chose temps, de reflet. Pourquoi un enfant de 2 ans et demi qui marcherait, qui a des jouets, qui a un environnement, ne se souviendrait pas, son cerveau, il n'est pas assez... Le circuit n'est pas formé pour stocker? Tout à fait. Tout à fait. Le cerveau, il n'est pas complètement mature et même il demandera encore plusieurs années avant d'être complètement mature. L'hippocampe est mature, je ne sais pas exactement à quel âge, mais je sais que le lobe frontal, ça peut demander encore beaucoup d'années, y compris jusqu'à la préadolescence. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souvenir d'avant, je suis d'accord. Alors ça veut dire que ça ne sert à rien de lui faire plaisir avant 3 ans? Non, parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour faire des cadeaux à un gamin qui ne s'en souviendra pas et qui ne vous sera jamais reconnaissant. Il aura une émotion, il aura quelque chose qui sera resté en lui, qu'il ne peut pas verbaliser, mais il y aura eu quelque chose. Ah bon, ça vaut le coup alors. Oui, quand même. Vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, de toute façon, quand on fait des cadeaux aux enfants, c'est plus souvent pour se mettre bien avec les parents. Quand vous allez à la clinique ou à l'hôpital parce que quelqu'un a accouché, franchement, le cadeau, il n'en a rien à foutre, le bébé. Là. Vous lui offriez un pyjama super de je ne sais pas qui, c'est pour la mère que vous faites ça, bien évidemment. On l'a tous fait. Alors, on va parler des amnésies maintenant, parce que ça, ce sont des vrais troubles de la mémoire, des choses qui sont
qui sont assez inquiétantes et souvent assez graves. L'amnésie, alors qui va nous détailler les docteurs de la Sayette? Je vais essayer de vous passer la parole parce que Béatrice va avoir besoin de se reposer un petit peu. Les différents types d'amnésie. Il y a déjà deux grands types, ce que vous avez marqué comme amnésie antérograde et amnésie rétrograde. On parle d'amnésie antérograde et rétrograde lorsqu'il y a déjà, il faut qu'il y ait un événement fondateur, un traumatisme crânien, un choc psychique, que vous voulez. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Voilà, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et l'amnésie rétrograde, c'est l'oubli de tous les faits, ou d'un certain nombre de faits qui se sont produits avant l'accident, et qui n'empêchent pas, de partir de là, de forger de nouveaux souvenirs ou d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors que dans l'amnésie antérograde, le trouble de mémoire porte sur les événements qui vont survenir après l'accident, après l'événement, et a priori pas sur ce qui s'est passé avant. Alors, les amnésies antérogrades, c'est pas très fréquent, c'est peut-être plutôt, assez de temps en temps, peut-être plus souvent des amnésies psychogènes, enfin, c'est assez complexe. Alors que les amnésies rétrogrades, c'est quelque chose de plus fréquent. C'est l'inverse, tu crois? Et si vous êtes pas, c'est déjà compliqué si vous n'êtes pas d'accord entre vous. Il y a un avant et un après. Ne lui dites pas devant tout le monde, madame. Il y a quand même 1500 personnes que vous lui avez mis avant, là. Vous lui avez mis avant. Vincent connaît, mais c'est juste une erreur d'attention. Non, c'est pas une erreur, madame, c'est une approximation. L'amnésie rétrograde est plus rare que l'amnésie antérograde. Peut-être qu'il a oublié. Le fait que je ne me souviens pas différentiel. Non. Si vous voulez, vous discuterez tout à l'heure à la maison. Hein, dès que vous rentrez à la maison, vous discutez. C'est-à-dire que dans la plupart du temps aussi, quand il y a une amnésie rétrograde, il y a également une amnésie antérograde. C'est-à-dire que les amnésies rétrogrades pures sont exceptionnelles. C'est la première fois que ça On est m'arrive. tout à fait d'accord. Non mais c'est ce que je voulais dire. Mais les amnésies antérogrades isolées, c'est rare aussi. C'est rare aussi. Mais attention, ce sont des notions assez anciennes et qu'on n'emploie plus beaucoup. De quoi? Celle qu'elle a dite? Antérograde, rétrograde. D'accord, donc ça aussi, on oublie. Conservateur libéral. Je vais demander, c'est mon ami Vincent Rousselet-Blanc qui est là-bas, voilà, qui m'aide à passer les diapos. On a préparé ces diapos avec lui de façon très professionnelle, donc il y a déjà la moitié des diapos qui sont ajoutées, Vincent. On en discutera tout à l'heure. L'amnésie lacunaire, on oublie une période précise, c'est quelque chose de... C'est une notion ancienne? Non, c'est pas ancien, c'est un concept qui persiste. Vous avez cité des causes, ce qui se passe pendant une crise d'épilepsie généralisée, il n'y a rien qui reste, une perte de connaissance, pendant qu'on a perdu connaissance, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'ictus amnésique, c'est un trouble particulier de la mémoire qui peut durer assez longtemps et pendant lequel on est incapable, globalement, sauf études spécifiques et très pointues que font nos amis Canet, de montrer que des patients peuvent apprendre quelque chose. L'ictus amnésique est quand même un élément, on va voir les causes dans quelques instants, mais c'est quand même un élément, une amnésie très étonnante, parce que pour le concrétiser, vous avez un prof d'université, c'était arrivé d'ailleurs, hein, il y a eu un exemple comme ça, un prof d'université qui fait son cours, 2 heures de cours, à l'université, à la fac, vous sortez de là, vous êtes rincé déjà, vous êtes fatigué de l'avoir entendu, hein, pas pour le prof. Et au bout de 2 heures, il recommence son cours, parce qu'il avait oublié qu'il l'avait fait. Okay. Vous imaginez si Castro, dans ses discours de 7 heures, fait un ictus amnésique, ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans ces moments-là? Alors, je pense qu'on peut dire qu'on en sait à peu près rigoureusement rien. C'est une situation très extraordinaire, où un individu, pendant quelques heures, ne va pouvoir forger rigoureusement aucun souvenir, en gardant une conduite parfaitement cohérente. Vous avez parlé du prof d'université. J'ai un ami chirurgien qui a opéré quelque chose de compliqué. Quand on lui a demandé de faire le compte-rendu opératoire, il a demandé de quoi? Ça a duré quand même 4 heures, l'opération. Lui, il a opéré 4 heures et il ne s'est pas souvenu. Parfaitement bien. Et heureusement qu'il est pas retourné sur le malade. Oui, c'est même pas qu'il a opéré. Et l'an dernier, on a eu un musicien qui joue comme soliste un concerto de Vivaldi comme violoncelliste. Il a très bien joué. Enfin, il a refait une cadence 2 fois. Enfin bon, et il a joué en plein ictus amnésique. Et c'est une situation très particulière. Les sujets souvent posent tout le temps la même question. Une des causes les plus classiques, c'est des traumatismes crâniens souvent assez modérés. Ça peut arriver à des jeunes qui tombent, chute de ski, jour de foot, que sais-je. Je dis ça parce que ça arrive à mon fils, chute de ski.
Et donc la perte de mémoire est complète pendant quelques heures. Et puis il ne garde aucun souvenir de cette période. Il n'y a absolument aucun souvenir. Il y a une lacune complète. Mais les sujets restent parfaitement, non seulement conscients, mais parfaitement adaptés. Ils peuvent faire des choses très complexes. Très complexes. Ils peuvent même apprendre des choses. Alors, tiens, juste un mot sur cet apprentissage. L'idée reçue selon laquelle, quand on est étudiant, lycéen, et qu'on travaille bien avant de se coucher, et qu'on éteint la lumière, et que pendant la nuit, le sommeil va vous permettre de mémoriser tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Non, mais ce serait trop simple. Je vais prendre une chaise. Non, mais je veux bien répondre. Il y a pas de... Ce serait trop simple, évidemment. Et non. Mais par contre, le sommeil, oui, le sommeil, c'est un élément très très important pour la mémorisation. Donc, bien dormir après un apprentissage, c'est bénéfique. Donc, à la fois, oui et non. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, bah, oui et non, c'est normand, c'est clair. Voilà. On va parler des causes maintenant, les maladies dégénératives, maladies infectieuses, traumatisme crânien, on en a parlé, épilepsie, prise de médicaments, troubles psychiques. Je voudrais m'arrêter sur la prise de médicaments avec vous, docteur Bénard, parce qu'on sait que les personnes âgées prennent énormément de médicaments, elles en prennent souvent beaucoup trop, déjà que la mémoire a tendance à être un petit peu défaillante en vieillissant. Est-ce que finalement, la prise d'un trop grand nombre de médicaments n'est pas la première cause d'altération de la mémoire avec l'âge? C'est certain que la prise de médicaments, surtout de certains produits, les médicaments qui agissent entre autres sur le cerveau, qui ralentissent, les psychotropes. Les antidépresseurs? Oui, les antidépresseurs peuvent aussi avoir un effet. Et la polymédication aussi peut avoir aussi un effet, mais c'est surtout principalement en particulier les benzodiazépines, et puis d'autres molécules qui peuvent aggraver ou... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne âgée a des troubles de la mémoire qui peuvent entraîner une consultation, on commence par faire un bilan de ces prises médicamenteuses ou pas? Attendez, oui. Parce que votre ami va attendre au téléphone. Non, mais allez-y, monsieur. Vous voulez que je réponde ou... Non, il est évident qu'on va voir les traitements. Les traitements n'expliquent pas tout. Mais on sait que certains médicaments vont avoir un effet néfaste sur la mémoire. On parle bien sûr de la maladie d'Alzheimer, et puis après on verra comment on peut faire de la prévention. Cette maladie d'Alzheimer qui inquiète tout le monde, est-ce qu'on peut déjà se dire, voilà, j'ai des troubles de la mémoire, j'ai tel type de problème de mémorisation, où mon conjoint commence à pas retrouver les prénoms, à plus reconnaître des gens. Quels sont finalement les symptômes qui peuvent laisser penser qu'il faudrait, non pas faire un diagnostic d'Alzheimer comme ça, mais qu'il faudrait peut-être consulter? Quand il y a une plainte qui commence à devenir sévère, quand il y a des faits comme ceux que vous avez décrits, qui s'ils ne sont pas expliqués par autre chose, nécessitent de consulter. Quand on commence à ne plus reconnaître des gens, oublier des prénoms de proches, ça devient quand même plus que sérieux. Maintenant, c'est parfois des troubles modérés. Il y a quelques patients qui consultent seuls alors qu'ils ont un fonctionnement correct a priori, mais que quand on creuse un tout petit peu, on confirme que leur plainte de mémoire elle repose quand même sur des éléments. Donc après ça, il y a une prise en charge qui est variable, etc. Mais il y a des éléments. On va reprendre tout ce qui est quand même connu, mais la plainte de mémoire, un peu moins de rapidité, un peu plus de difficulté dans des situations, si on va chez des personnes plus âgées, un peu de négligence dans la préparation des repas,
Le réfrigérateur, c'est plus tout à fait ça. J'aime bien le réfrigérateur, moi, parce que on ne prend pas le métro ni les transports en commun dans l'ordre, donc la gestion du réfrigérateur, je trouve que c'est quoi un réfrigérateur? C'est plus tout à fait ça? C'est que les gens ne prennent plus soin de la date de péremption des produits, par exemple, où ils achètent beaucoup alors qu'il n'y a pas besoin, ils sont seuls, ou des choses qui paraissent, qui commencent à inquiéter l'entourage. D'accord. Alors tout ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui sont inquiétés par leur mémoire, c'est très bien, on se dit bon, allez, on va faire un petit examen. On parlait de prévention tout à l'heure, avoir un problème de mémoire et aller consulter, c'est plus du dépistage que de la prévention, mais en même temps, si on peut se rassurer parce qu'on a un petit problème de ce côté-là et qu'on peut avoir des conseils qu'on donnera, activité physique, alimentation, tout un tas de choses, comment travailler sa mémoire. Le problème, c'est qui on va voir, parce que le médecin traitant, on le sait, c'est toujours le centre en France de la médecine, c'est lui qu'il faut voir en premier. D'accord, vous lui dites j'ai les troubles de la mémoire, ça m'inquiète, il va vous poser quelques questions pour faire le point. Et puis après, il n'a pas tous les tests nécessaires pour savoir si vous avez vraiment des troubles de la mémoire pathologiques. Donc il faut aller voir un neurologue ou un centre de la mémoire. C'est quoi les délais pour avoir une consultation au centre de la mémoire à Alençon? À Alençon, c'est pas terrible, mais on n'est pas beaucoup. C'est 3 mois à peu près. 3 mois, c'est tout? Oui, c'est à peu près ça, 3 mois et demi. On a le temps d'oublier le rendez-vous. Hein. Mais généralement, il y a des gens qui rappellent qu'il y a des rendez-vous. Ouais. Il y a peu de gens qui oublient le rendez-vous pour la mémoire. Ah bah vous avez intérêt pour une consultation de la mémoire si vous ne rappelez pas aux gens qu'ils ont rendez-vous. Non, mais les gens viennent quand même. Ils viennent. Et à quand? 6 mois. 6 mois. Donc, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on est inquiet, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été malade chacun d'entre vous, mais enfin, quand vous êtes inquiet sur un truc, si on vous dit qu'il faut attendre 6 mois avant d'avoir une consultation, vous avez le temps de vous faire un trou à l'estomac quand même. Alors, il y a 2 choses. C'est quand même rarement une pathologie aiguë. Bon, on se rassure comme on peut. Ensuite, pour les... Bon, quand est un centre de recours, bon, alors pour les collègues, les confrères qui sont inquiets, ils prennent leur téléphone, on communique et on a des créneaux pour voir des gens plus rapidement s'il faut. Mais bon, c'est un délai assez global en France. Et ça, la consultation mémoire, on y va, on répond aux questions, on passe des tests. Non, en fait, ça se passe, du moins je pense que ça se passe à peu près partout de la même manière. Il y a un entretien qui est initial, qui est long, avec les gens qui consultent, qui dure la consultation. Après la consultation, c'est quasiment 1 heure. On a besoin de retracer beaucoup de choses, les antécédents, les événements de la vie, les médicaments qui sont pris, fort important. Et puis, c'est très important de creuser, de comprendre quelle est réellement la plainte et ce qui se passe. Et puis, l'examen neurologique et l'examen général, bien sûr. Et à partir de là, on orientera le patient ou le sujet vers différentes explorations que l'on choisit en fonction de ce qu'on pressent. Le plus important, c'est la consultation, quand on le choisit, la consultation avec le neuropsychologue. C'est le neuropsychologue qui va en quelque sorte démonter, avec des tests psychométriques très précis, étalonnés, il va démonter, c'est de voir ce qui ne marche pas et ce qui marche bien. C'est la mémoire épisodique qui ne fonctionne pas bien, la mémoire du travail fonctionne bien, etc. Et puis l'imagerie, c'est important, mais les examens dits paracliniques restent quand même un petit peu au second plan. On n'a pas besoin d'une IRM pour faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer. D'accord. Et la neuropsychologue, alors justement, combien de temps il faut pour faire un diagnostic? C'est vous la neuropsychologue? C'est moi, oui. Je cherche un neuropsychologue. Non. C'est moi, oui et non. Je suis neuropsychologue de formation, mais je ne fais plus ce genre de bilan. C'est pour ça que je me retourne vers Vincent. Ah, vous ne faites plus ça? Mais vous avez arrêté il y a combien de temps? Il y a quelques temps, je fais de la recherche maintenant, donc voilà. Mais c'est non, parce que moi c'était marqué neuropsychologue, oui, maintenant... de formation, il n'y a pas de problème. Ah, de formation. Je vais marquer de formation. D'accord. J'avais oublié ça. J'ai les connaissances de neuropsychologue, mais je ne pratique plus, donc mes délais... voilà. Mais les délais de la neuropsychologue sont... Donc c'est pour ça que je me tourne vers... En gros, j'ai la chance d'avoir un rendez-vous avec la consultation mémoire. Au bout de combien de temps vous me donnez un diagnostic? Alors, le neuropsychologue, un psychologue, vous la revoyez au bout de 2-3 semaines et on couple au même moment l'IRM ou le scanner cérébral, un examen éventuellement avec l'orthophoniste si on pense que c'est nécessaire. On groupe les examens et ensuite je revois immédiatement ou très rapidement après, je revois le patient pour faire la synthèse, le bilan, en quelque sorte. D'accord.
Et donc vous dites Alzheimer, pas Alzheimer. Alzheimer, peut-être, je ne sais pas, on va voir, on suit. Alors sûrement qu'il y aura des questions sur l'Alzheimer. Comment on prévient le vieillissement du cerveau? Il y a 3 plans. L'activité physique, dont on dit de plus en plus que ça permet de diminuer ça ralentit le vieillissement du cerveau. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, je me rappelle de Monsieur Le Chevalier qui disait ça sert à rien de faire du sport, c'est notre patron assez âgé maintenant. Et en fait, depuis, beaucoup d'études ont été menées qui montrent que de faire de l'activité physique assez intense quand même, hein, c'est pas peut-être faire une petite marche tranquille comme ça, c'est une activité physique intense, permet sans doute une meilleure oxygénation du cerveau, c'est sans doute le mécanisme par lequel les personnes qui font ça ont des meilleures capacités cognitives et résistent mieux aux effets du vieillissement. C'est du quoi, une meilleure oxygénation, ça monte le sang? C'est ce que je pense, oui, c'est ce que je pense, c'est ce que les gens pensent. Non, mais si c'est ce que vous pensez, non, c'est ce que d'autres pensent également. Alimentation. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est paru récemment, vous avez dû en entendre parler, c'est que si on fait une activité physique qui est agréable, après l'effort, on mange moins que si on fait une activité physique qui n'est pas agréable. Déjà, il faut choisir son activité physique. Il y a des gens qui ne font pas d'activité physique, comme Bernard Le Chevalier, il peut, et qui sont... on peut l'envier largement. Cela dit, c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai qu'on se précipite rarement sur un cassoulet après avoir fait l'amour. Oui, oui. On peut considérer que c'est une activité physique agréable. C'est on fume avant, pendant et après. Non. Comment? Oui, c'est une activité physique. Oui, c'est agréable. Oui, non, vous n'avez pas l'air sûr. Si, mais je pensais pas à ça. Enfin, dans l'étude, ce que j'ai entendu, c'est ça, si, mais bien sûr. Ah, oui, d'accord. Oui, on va pas dire le contraire. Ah bah non. Alors l'alimentation, il faut qu'elle soit saine aussi. Il faut manger des poissons, mais pas trop. Vous savez aussi qu'il y a des fois des métaux lourds dans les poissons. Oui, mais il y a aussi des oméga 3. Exactement. Oui, mais il ne faut pas en manger plus de 3 fois par jour, dit-on. Du poisson? Ben oui, 3 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est là? C'est la mémoire ou c'est autre chose? Je veux bien que vous ne soyez pas trop loin de la mer, mais vous avez un aquarium chez vous, hein, parce que... Non, 3 fois par jour, c'est beaucoup. Hein. Oui. Ouais. Ça demande du temps de cuisiner. Hein. Exactement. Ouais. Donc 3 fois par semaine, pas plus de 3 fois par semaine. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il faut manger de tout un peu et sans que ce soit de trop de grosses quantités avec des produits les plus sains possibles. On a de la chance pour l'heure. Et puis le travail. Alors, travailler sa mémoire, là aussi on entend beaucoup de choses. Il y a des gens qui se disent je vais faire des sudoku ou des mots croisés toute la journée, ça va être super bien sur le plan cognitif, ça va faire travailler mon cerveau, c'est génial, je suis en pleine forme, je raisonne, j'ai des réflexes, etc. Et il semblerait, en tout cas c'est ce que j'ai toujours entendu dire, que si vous faites des mots croisés toute la journée, vous allez être hyper balèze en mots croisés, mais en rien d'autre. En gros, vous travaillez votre cerveau du mot croisé. Ce qui n'est pas inintéressant sur la plage, mais ça ne sert pas à grand-chose pour la mémoire globale. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup décrié ce genre de pratique. Mais en fait, il faut quand même relativiser. Faire des mots croisés, c'est mieux que rien. Donc, l'idéal, c'est de faire plusieurs sortes d'activités cognitives, des jeux, ce genre d'activités. Ce qui est important également, c'est d'avoir des relations sociales, des discussions, des échanges avec les gens, et que toutes ces activités soient très variées et qu'on en change, et surtout qu'on y prenne du plaisir. Après, voilà, je pense que c'est un message qu'on peut garder en mémoire, et c'est ça qui nous permet de mieux résister aussi aux effets délétères des jeux. D'autres exercices, il y a des bouquins qui sortent sur exercer votre mémoire, travailler votre mémoire. Certains disent, alors ça énerve tous les spécialistes, que le cerveau, que la mémoire c'est comme un muscle, il faut la travailler comme on travaille un muscle, etc. Alors qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en dehors le lien social est très important. Faire des mots croisés c'est sympa, des sudoku aussi, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Faire une liste, faire sa liste de courses, la mémoriser, puis pas regarder le papier en allant faire ses courses. Tous les petits trucs qu'on peut faire dans la journée. Vas-y, Vincent. Il ne faut pas muscler son cerveau. Il faut l'utiliser.
Hein, le cerveau, c'est le seul organe qui s'use si on ne l'utilise pas. Alors, le sudoku, les mots croisés, c'est un peu comme l'hypermnésique dont on parlait tout à l'heure. Si on fait du sudoku et des mots croisés, le cerveau devient spécialisé là-dedans, et il ne fait rien d'autre. Donc ça n'a aucun intérêt. Il faut le faire par plaisir. Bon, le sudoku, c'est pas mal, ça développe l'attention. Bon, d'accord. Tous les exercices, ça doit être pénible, ça doit être embêtant. Il faut être occupé. Ça peut être s'occuper de sa famille, de ses petits-enfants, prévoir de sortir, prévoir de faire ses comptes régulièrement, lire, aller au cinéma si on aime ça. Enfin, développer, garder toutes les activités qu'on aime. Il faut être occupé, il ne faut pas s'embêter, il faut garder des relations sociales. C'est ça. Faire du jardin aussi, faire du jardinage. Voilà, toutes les activités de loisirs. Bref, il faut rester quelqu'un d'occupé, en fonction de ses talents et de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime. Si on n'aime pas lire, on ne va pas devenir lecteur à 70 ans. Mais si on aimait écouter de la musique, on continue à écouter de la musique, à faire du jardinage, du vélo et à rencontrer des amis. Quand on est occupé, c'est très bien. Bon, il ne faut pas non plus devenir épuisé parce qu'on est trop occupé. Alors, on va vous passer la parole maintenant parce que c'est le principe, hein, c'est une soirée interactive, c'est toujours un petit peu difficile de commencer à poser la première question parce que c'est pas très intime comme contexte royal. Alors, nous avons des hôtesses avec... une erreur. Vanessa, ici présente. Rebecca, là-bas, je ne vous avais pas vu, mademoiselle non plus. C'est bon, les autres, c'est des dames. C'est bon. Donc, levez juste vos bras, hôtesses et hôtes. Voilà, pour qu'on... Voilà, il y a des numéros. C'est, voilà, par exemple, la dame là-bas, si vous posez une question, il faut donner 5 € à la dame. Ici, c'est 6 €. Voilà, 2 €. Oui, c'est un monsieur, en même temps, c'est moins cher. Et, donc voilà, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Alors, juste... Une consigne, pas de consultation s'il vous plaît. Pas moi, ça fait 40 ans. On essaie de généraliser un petit peu. Vous ne nous faites pas tout votre bilan médical si c'est possible. Donc c'est pour les 5 € là-bas. C'est bon, ça c'est bon? Oui. Bon, déjà, merci Michel de rendre la médecine moins anxiogène et de rendre ça un peu plus joyeux parce que c'est vrai que Souvent, c'est pas très gai. Souvent, c'est pas très gai. Moi, j'avais une question, c'est que je voulais savoir si la mémoire était infinie, on n'en a pas encore parlé. Moi, je me dis souvent, j'ai pas envie de mémoriser ça pour pas prendre de l'espace sur mon disque dur, entre guillemets. Et je voulais savoir également, on dit qu'on utilise, je crois, 10% de notre cerveau. Je vais voir déjà si c'était vrai, et si on avait une idée des autres 90%. Ça fait 2 questions, ça fera 10 € monsieur pour vous. Et pas de problème, 2 questions. On se voit à la sortie. Alors, déjà, l'espace utilisé par le cerveau, est-ce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui faudrait dire 90%, ou ne sert à rien, ce qui n'est pas possible, ou on ne connaît pas? Ça, c'est la première question. Je me souviens déjà plus de la première. C'était la deuxième, ouais. La première question, je vais m'en souvenir, ne bougez pas. Ah oui, est-ce que c'est infini ou pas? Moi, je veux bien... Tu prends la deuxième ou tu prends la première? Vous vous répartissez les sur trucs, les, si vous voulez. sur les 90%, mais ça peut ouvrir un débat. Il y a des autres, tout dépend ce qu'on entend par les 10%, les 90%, parce qu'il y a des autres qui servent à toute autre chose qu'à la mémoire et qu'au cerveau, entre guillemets, dans le sens de la pensée et des concepts, de la mémoire. Il y a toutes les zones motrices, toutes les autres aires de projection, tout ce qui relie entre elles les différentes parts du cerveau, avec tous les réseaux de fibres. Alors, est-ce que ça sert? Ça doit servir, oui. Il y a des zones qu'on connaît moins, dont le fonctionnement est un peu moindre, ou quand elles sont lésées, il y a beaucoup moins de troubles apparents. Voilà peut-être une manière de répondre aux 10% du cerveau. Mais si on a 11%, on fait 10% en plus, et c'est déjà beaucoup. Maintenant, j'ai pas de réponse plus précise. Vincent n'a pas de réponse plus précise non plus? Non, on avait dit initialement qu'effectivement, il y a des régions du cerveau dont les fonctions ne sont pas clairement connues. Ce qui est peut-être plus bon, c'est des régions qui peuvent être impliquées dans des phénomènes de récupération, par exemple, après un accident vasculaire cérébral. Ce qui est en revanche très intéressant, qu'on connaît depuis relativement peu de temps, c'est qu'il y a des régions cérébrales qui peuvent avoir des fonctions diverses et qui peuvent être mises en jeu de manière très différente. C'est le cas, par exemple, d'une région, peu importe le nom, qui s'appelle le gyrus singulaire postérieur, et qui est perturbée dans son fonctionnement
Dans la maladie d'Alzheimer, en ce qui concerne la mémoire épisodique, c'est la partie des régions atteintes et qui ne fonctionnent pas bien. Mais cette même région peut être préservée dans le fonctionnement d'autres fonctions cognitives. Hein. Et cette région n'est pas perturbée tout le temps, et dans d'autres fonctions qui ne sont pas de mémoire, elle fonctionne normalement. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'on comprend maintenant que certaines régions cérébrales fonctionnent correctement ou non en fonction des pathologies qui peuvent exister. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, pour l'infini, je vous rappelle qu'il faut mettre les micros menton le menton, sinon on se fait engueuler. Et est-ce que finalement le fameux disque dur est infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, on peut mémoriser. Alors, on a vu les hypermnésiques tout à l'heure, mais on les met de côté. Mais est-ce que nous, notre mémoire, finalement, si monsieur, ce jeune homme, voulait garder en mémoire des choses et non pas soulager son disque dur, il pourrait? Oui, je pense que la réponse, elle est rapide. La capacité de la mémoire, elle est théoriquement illimitée. Voilà, théoriquement illimitée, après. Donc c'est pas la peine de vous débarrasser de vos souvenirs, vous pouvez les garder. De toute façon, ça va, vous vous en débarrassez. Les souvenirs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'oubli, des informations qu'on encode. Donc... Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un disque dur, parce que l'information qui rentre n'a rien à voir avec l'information qui sort. C'est-à-dire que votre cerveau, en permanence, il modifie les informations, il modifie ce qu'il connaît et ce qu'il sait. Il travaille en permanence. Rebecca. Ah, la dame qui a des souvenirs de crèche à 18 mois. Ah, il faudrait allumer le micro numéro 2, s'il vous plaît. Non, ne touchez à rien, madame, ils vont le faire. Je peux commencer, voilà. Je disais donc que j'allais garder avec plaisir mes souvenirs de 18 mois. Vous disiez tout à l'heure qu'il était important de conserver le lien social et l'activité. Est-ce que l'on peut commencer à se poser des questions sur justement les changements de lien social qu'il peut y avoir par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux activités de jeu sur Internet, sur ordinateur, qui peut capter peut-être d'autres manières de garder une mémoire ou de l'abîmer? Je pose la question. Bon, les réseaux sociaux, enfin, de toute façon, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Que ce soit des réseaux sociaux qui soient concrets, à mon avis, ou qui soient virtuels par Internet, ce sont quand même des réseaux sociaux, ce sont quand même des échanges que les personnes ont. Alors bien sûr, on peut avoir tendance à considérer que c'est un peu différent, c'est vrai, mais ce sont quand même des échanges que les personnes ont. Donc on peut considérer que c'est utile, intéressant, et c'est mieux que d'être seul. Et donc, c'est vrai que l'ordinateur et Internet, c'est quelque chose qui aussi a une influence sur la façon de penser, d'apprendre, sur la façon d'enseigner, la pédagogie aussi, et même aussi, je pense, la façon de retenir les informations, parce que maintenant, on sait que grâce à Internet, on va pouvoir avoir accès à l'information immédiatement. On sait qu'on n'a pas besoin de mémoriser par cœur toutes les informations et qu'il suffit de cliquer sur l'iPhone ou sur Internet pour avoir accès à l'information. Donc on peut se débarrasser plus facilement de ces tâches d'apprentissage par cœur qui étaient obligatoires auparavant. Donc c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même une modification des conceptions et des façons de procéder qui peut ne pas être uniquement délétère ou négative. La 6. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, il faut le temps qu'ils comprennent que ce numéro correspond au micro. Je rigole, hein, je sais pas. C'est la 6. Ça vient pas? Non. Poussez. Je sais pas. Ah, ça y est, ça. Ça marche. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur la mémoire infantile, parce que moi, personnellement, j'ai une anecdote. Je me suis fait opérer de l'appendice. J'avais pas 2 ans. C'était à l'hôpital d'Avranches, dans le département de la Manche. Et je revois encore aujourd'hui l'ascenseur qui était une cage à l'époque, et où il me semblait que le plancher se dérobait sous mes pieds. Et ça, je l'ai très bien mémorisé. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Et pour en revenir à la mémoire et la question que je voulais poser, c'est pourquoi maintenant les plus jeunes enfants, enfin les enfants quand ils rentrent en crèche, on veut leur faire apprendre les langues. Parce qu'on dit que c'est là qu'on mémorise le plus. Alors quand j'entendais tout à l'heure qu'avant 5-6 ans, on ne pouvait pas mémoriser, ça pose des questions. On ne peut pas mémoriser en utilisant la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire la plus sophistiquée, la plus complexe.
Mais il y a d'autres formes de mémoire, hein, comme on a un petit peu abordé tout à l'heure. Et c'est vrai que heureusement que l'enfant apprend à faire des tas de choses avant d'avoir une mémoire épisodique parfaitement fonctionnelle. Il apprend à marcher, il apprend à parler sa langue maternelle d'ailleurs, avant les autres langues étrangères. Il apprend beaucoup de choses. C'est pas forcément par le biais de la mémoire dite épisodique. C'est par le biais de... Enfin, tout ça, c'est quand même un phénomène qui permet d'en... Oui, c'est de l'apprentissage, parce que, oui. Heureusement, parce que sinon, il ne se passerait rien entre 0 et 3 ans. On ne pourrait rien apprendre. C'est-à-dire que les enfants n'apprendraient pas à parler et tout ça. Mais en revanche, le souvenir à 2 ans est-ce qu'il y a quand même... On dit, bon, c'est 3 ans parce qu'on ne verbalise pas, mais est-ce qu'il y a quand même des cas où certaines personnes un petit peu différentes, un peu précoces, j'en sais rien, peuvent avoir un vrai souvenir? Est-ce que le traumatisme d'avoir été opéré d'appendice a imprimé son cerveau parce qu'il y a eu un traumatisme? Non, mais vous avez donné un élément clé. Là, c'était une situation certainement émotionnellement très forte. Une opération, c'est quand même pas rien chez un enfant. Donc, et on sait que l'émotion est un facteur qui va souvent faciliter la mémorisation. Dans certains cas, ça va au contraire gêner la mémorisation. Une émotion trop forte peut entraîner au contraire un anéantissement total du souvenir, au contraire. Mais une émotion moyennement forte, raisonnablement forte, va faciliter la mémorisation. Donc là, vous avez raconté quelque chose qui est de cet ordre-là. Après, il faudrait voir effectivement s'il s'agit d'un vrai souvenir. On pourrait redébattre qu'il y a une vraie cage de la même question, oui. Ou est-ce que vous êtes retourné à Avranches pour voir ça et ça vous a... Enfin, etc. Mais... Est-ce que vous vous souvenez du montant des honoraires du chirurgien en place? En 1950, la cage, elle a disparu. Il y avait déjà des ascenseurs? Ah ouais. Non, je rigole. Attendez, je vais passer un peu par là. La une. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour cette soirée qui était extrêmement plaisante. Et comme nous étions sur la mémoire émotionnelle, je voudrais qu'on puisse parler d'une mémoire qui est la mémoire traumatique. Des gens qui ont été traumatisés ont un trouble de stress post-traumatique. Et nous avons trouvé, c'est la phénoménologie, qu'avec de simples orthèses plantaires, donc des semelles orthopédiques, nous pouvions réellement faire disparaître le trouble de stress post-traumatique. Je voulais savoir si vous avez une idée des processus qui se mettent en route dans ce genre de thérapie tout à fait spectaculaire. Vous avez entendu parler de ça? Monsieur, vous faites un carton. Je ne voulais pas le faire. Non, mais je vous félicite, monsieur. C'est bien d'apprendre des choses aux experts. Non, mais je voulais vraiment pas le faire parce qu'après ils vont me faire la gueule. Ils sont en train de parler. Et ils sont en train de non, mais ils vont trouver un truc. Ils pensent que c'est un jeu. En fait, non, oui, non. Qui a la bonne réponse? J'allais dire que c'était le pied, mais vous avez été plus vite. Bien joué. Non, de quelle sorte de traumatisme s'agit-il? Les simples accidentés de la route, c'est le cas de post-traumatisme le plus évident qui est reçu en permanence en cabinet. La personne qui a un accident de la route, ou qui a vu un accident de la route, puisqu'il s'agit aussi de le voir tout simplement, avec la récurrence de cauchemars en permanence. On met une paire d'orthèses plantaires et quelques jours, ou pour pas dire quelques heures après, le traumatisme disparaît, même s'il dure depuis 20 ans ou 30 ans. Bon, c'est pas grave, je retire la question. Non, mais monsieur Simet, je retire la question. Non, mais c'est... Je ne veux pas gâcher la soirée. Non, mais... non, je ne voulais pas. Non, vraiment, je ne veux pas. rien, monsieur. Je croyais qu'on avait invité des spécialistes. Non, je m'aperçois qu'on s'est trompé. C'est tout. Bon, on aurait dû inviter un orthopédiste, un podologue ou un truc comme ça. Je vais quand même... Je suis aussi déçu que vous, hein, bien sûr. Hein. Ça pourrit un peu la soirée, remarquez. Monsieur Simet, si vous voulez bien nous laisser parler. Oui, bah allez-y. En plus, il y a une mauvaise ambiance maintenant. Je vais me faire engueuler. Non mais, moi je pourrais parler du PTSD, du syndrome de stress post-traumatique dont parle monsieur, parce qu'effectivement dans l'unité de recherche, nous étudions ce phénomène. Mais par contre, c'est la question qui me gênait un petit peu, parce que cette thérapie en question, je ne la connais pas. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes qui cherchent à traiter ces syndromes de stress post-traumatique, qui sont donc je répète un petit peu la question du monsieur, qui sont des syndromes qui conduisent à la fois à des souvenirs récurrents d'une scène traumatique, donc qui vont gêner vraiment la personne, quelque chose de négatif, un souvenir qui va surgir, des flashbacks qui reviennent, qui font revivre le traumatisme et qui sont très douloureux.
et qui s'accompagne également de troubles de mémoire. C'est-à-dire les mêmes personnes ont à la fois des souvenirs positifs, enfin des souvenirs trop forts qui reviennent, et également des troubles de mémoire. Donc c'est un petit peu paradoxal. Donc dans l'unité, on essaie de comprendre ces phénomènes, et c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'aspect thérapie, mais ce qu'on entend parler, enfin on entend parler de thérapie, mais pas de celle-ci, je suis désolée. Mais par exemple, une thérapie possible dont on entend parler et qui fonctionne relativement bien, c'est, semble-t-il, parce que c'est pas nous qui le faisons, là je répète ce que j'ai entendu, c'est de faire revivre, de faire raconter le traumatisme initial, parce qu'on sait que quand on raconte un souvenir, donc là on revient à un souvenir, n'importe quel souvenir, quand on raconte un souvenir, en fait on le transforme. Il se transforme, il se modifie. Et donc l'idée c'est de faire raconter le souvenir vécu, de sorte que ce souvenir soit dans un état relativement fragile, labile, parce qu'il est en transformation. Et à ce moment-là, au moment où le souvenir est fragile et labile, on va injecter ou faire avaler un médicament qui va fragiliser la mémorisation du souvenir. C'est une méthode qui peut permettre de traiter enfin, ce genre de problème. Mais la thérapie dont vous parlez, je suis désolée, je ne la connais pas. Vous voulez pas travailler, monsieur? J'ai bien vu, vous vous planquiez, là. Regardez, regarde, il y a une dame là-bas, elle lève la main. Et si vous êtes trop loin, vous ne la verrez pas. Allez-y, madame, heureusement que je suis là. Hein. Je vais vous le prendre, votre panneau. Oui. 3, oui, j'ai vu, monsieur, c'est moi qui me l'ai dit, monsieur. Il lève, là, il est là. Oui, par exemple, les effets de la guerre, des bombardements. Également, je voudrais connaître les effets des antihypertenseurs et poser une question par rapport aux apports alimentaires, par exemple le phosphore. D'accord, donc il y a 3 questions. Alors, merci. La première, c'était sur les effets de la guerre, la mémorisation, c'est le stress post-traumatique en fait. Hein. Oui, la guerre, c'est les PTSD, stress post-traumatique. Je saute sur l'hypertension artérielle. Normalement, vous savez, il y a une étude épidémiologique en France qui s'appelle, je ne sais plus le nom, hein, c'est pas là. Vous n'avez pas, c'est quelque part, mais ça vient pas. C'est le cas de dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? cerveau? Je ne le retrouve pas, mais c'est normal, ça bug. Mais souvent ça bug, j'aime bien. C'est bizarre, non? L'étude épidémiologique. Ça vous inquiète pas? Absolument pas. Parce que les prénoms et les noms, je suis incapable de m'en souvenir. Bon, ça a toujours été comme ça, et ça évite de mettre trop de choses là-dedans. Donc, moi je m'appelle Michel. Oui, je sais Simès. Je pourrais vous dire tout à l'heure comment j'ai appris votre nom. Ah bah dites-le tout de suite, personne nous écoute. Alors, écoutez, j'ai fait un lien, mémoire sémantique, mémoire épisodique. Je ne me rappelle jamais du nom des gens. Et puis, à l'époque, vous deviez être sur France Inter. France Info. France Info. Déjà, vous... Bon, les souvenirs se transforment. Et c'est le matin, je me rasais, je ne pensais pas être président de la République, je me rasais, et j'avais plus de mousse à raser, ça m'agaçait. Et à ce moment-là, vous avez fait une chronique sur la santé qui était très bien faite. Et j'ai retenu votre nom, en même temps que je savais que j'avais plus de mousse à raser. Et c'était juste avant Noël, il faisait mauvais, c'était les vacances. Donc j'ai combiné Michel Simès, c'est complètement arbitraire. Vous pourriez vous appeler Pierre Durand, ou enfin son je garde pour moi, mais vous pourriez vous appeler n'importe quoi d'autre. Je ne me retiens jamais les noms, mais grâce au fait que je n'ai plus de mousse à raser, c'était avant Noël et que c'était le début de vacances bientôt, j'ai associé tout ça et je me souviens de Michel Simès. Je vous avais jamais vu avant, parce que vous n'avez pas le heureusement que ma chronique était par rasoir, hein, parce que... Elle était très bonne, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc le souvenir est incomplet. Et c'est comme ça que font les bons profs, ils vous font apprendre des choses avec des anecdotes, et on se souvient d'anecdotes, et avec l'anecdote, on se souvient du contenu. Ça aide à apprendre. Vous vous souvenez de la question qu'on vient de poser? Oui, sur l'hypertension artérielle. Bon. Et voilà. Donc, on prévoyait, les études épidémiologiques prévoyaient en France 800 000 maladies d'Alzheimer. C'était marqué tout à l'heure. C'est à peu près vrai, je suppose. Et on prévoyait en France 2050, 2 500 000 patients malades de maladies d'Alzheimer. C'était les données épidémiologiques. Et puis, l'été dernier, ça a été présenté à Boston, les études épidémiologiques européennes et américaines ont complètement changé la donne. C'est-à-dire que les incidences des sujets qui ont une maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées, ça va probablement décliner, ce qui n'était pas du tout prévu si on se basait simplement sur le fait que la population va vieillir, et ce qui explique cette diminution prévue de l'incidence, et ça a été confirmé par plusieurs études,
c'est la maîtrise de l'hypertension artérielle, la maîtrise du diabète et la maîtrise de l'hypercholestérolémie, ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Et ça ne semble pas être compromis par le fait que les femmes fument de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'obèses. Donc, les facteurs de risque vasculaire, au premier plan l'hypertension, sont essentiels à maîtriser. Ils sont de mieux en mieux maîtrisés et il est évident que ça fait diminuer le nombre de démences. Et la troisième question? La troisième question, c'est pas quid l'étude. C'est pas quid l'étude. Oui, non, je parle de la troisième question. On n'est pas sur la deuxième. Troisième question. Il y avait le stress, l'hypertension. Non, mais cherchez pas, c'est vous. Il y en avait que deux. Non, il y en avait trois. Ah, en plus, vous n'entendez pas. Bon. Mais vraiment, il n'est jamais possible. Le phosphore. Non, oui, le phosphore. Okay. Bah oui. Du poisson, pas plus de 3 fois par jour. Il y a une bonne mémoire, c'est bien. Non mais le phosphore, quand on était gamin, on a tous eu des doses de tablettes, c'est du totus, non? Oui, c'est phosphore. Totus, c'est pour phosphorer. C'était dégueulasse, et ça servait à rien. Absolument, mais plus c'est dégueulasse, plus on pense que ça sert à quelque chose. Mais c'est bon le poisson. Moi, ma mère me donnait à manger des cervelles d'agneau ou de mouton en me disant c'est bon pour la mémoire. Vous imaginez, j'ai une mémoire de mouton maintenant, je sais exactement où aller brouter l'herbe et tout. Non mais c'est fou les idées reçues là-dessus. Comme si les neurones de mouton que je bouffais allaient m'aider à faire mes études. M'énerve ma mère. Alors, on va prendre la 5 là-haut, s'il vous plaît. Si, bonsoir. Je voudrais savoir, la maladie d'Alzheimer, est-ce génétique? Alors, il y a des formes familiales, il y a des formes génétiques de maladie d'Alzheimer, mais dans l'ensemble... Il y a des formes génétiques, effectivement, qui surviennent plutôt chez des sujets plus jeunes, avec des formes familiales. Mais c'est pas la majorité, mais ça fait un groupe relativement homogène. C'est pas exclusif de la maladie d'Alzheimer, on rencontre ça dans un certain nombre d'autres maladies neurodégénératives, mais il y a effectivement des formes génétiques. Il y a des facteurs de susceptibilité aussi qui existent, qui font appel un peu à de la génétique. Voilà ce qu'on peut répondre assez simplement. La 4. Bonsoir. J'aurais aimé parler un petit peu de l'autisme de Kanner. J'aurais aimé savoir, on doit travailler généralement avec les enfants sur la répétition des gestes et des habitudes pour que le geste soit intégré. J'aurais aimé savoir si c'était de l'ordre de la plasticité cérébrale, comment ça fonctionnait. Pour l'autisme, qui peut répondre à cette question? Non? Quelqu'un peut répondre ou... Parce que moi je ne vais pas pouvoir, mais... Qui peut répondre, vous? Non mais vous ne regardez pas tous, de toute façon il y a un mec qui va répondre. Les jeunes, ils se passent joker dans ce cas-là? Un truc comme ça? Non, on ne pouvait pas. Non. Sur l'autisme et sur le fait qu'il faut répéter en permanence... C'est pas notre domaine. Enfin, c'est pas le mien. Non, vous n'avez pas de... On peut dire, on ne sait pas, plutôt que de dire des conneries. Hein. C'est mieux. Bon, madame, je suis désolé. C'est la première fois que ça arrive. Avec nous, hein, c'est la deuxième fois, c'est la première fois que ça arrive, et c'est toujours à Alençon. Voilà, je suis confus, ils n'ont pas de réponse. Mais c'est une question que je note pour une émission du magazine de la santé à Le Docteur, où j'aurai des vrais experts. Non, je rigole, c'est pas votre domaine. C'est pas votre domaine. 3-0 tout à l'heure. C'est vrai, nous sommes plutôt spécialistes du vieillissement quand même, donc l'autisme est un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rebecca là. Il y a Rebecca. Ouais, alors moi, ma question portera sur l'AVC. Quand par exemple on fait un AVC à 64 ans, avec aphasie et rééducation d'une année, ensuite à 70 ans, un infarctus avec paralysie, est-ce que ces phénomènes-là peuvent avoir une incidence sur l'apprentissage du grec ancien et d'une langue moderne comme l'italien? Voilà le sens de ma question. Alors là, il va falloir que je comprenne le sens de la question. Est-ce que l'infarctus, d'abord l'AVC et l'infarctus ensuite, peuvent avoir une incidence sur l'apprentissage du grec ancien? Oui, c'est-à-dire les paradigmes de conjugaison et de déclinaison du grec ancien.
Oui, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Alors, est-ce que nous avons... La question, c'est de savoir si nous avons quelqu'un pour y répondre. Voilà. Non, mais il y a une question d'âge, il y a une question de plasticité cérébrale aussi, et à partir d'un certain âge, je pense qu'on a des difficultés à apprendre ou à réapprendre le grec ancien. En plus, il y a vous avez parlé d'aphasie, s'il y a des troubles du langage, ça met en jeu des réseaux, des compensations, probablement. Maintenant, c'est une réponse globale. Il n'y a que le grec ancien ou il y a d'autres choses qui sont atteintes? Non, parce que ça, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, je veux dire, le grec ancien, moyen. Mais je retiens la question pour une émission... Oulala, il y a du monde. La 6. Bonsoir. J'ai cru comprendre que certaines pathologies étaient dues à une déficience en neurotransmetteurs. Je voulais savoir si, j'imagine que vous l'avez fait, mais vous avez essayé d'injecter des neurotransmetteurs pour pallier à cette déficience. Est-ce que c'est pas un moyen de guérir certaines maladies? Alors, injecter des neurotransmetteurs, je crois que c'est peut-être fait. Oui, Ce qu'on essaye surtout, c'est de greffer des cellules qui elles-mêmes vont sécréter des neurotransmetteurs. Alors, par exemple, la maladie la plus connue qui s'accompagne d'un déficit de neurotransmetteurs, c'est la maladie de Parkinson, avec la dopamine déficitaire, on en a parlé. Mais par contre, dans la maladie d'Alzheimer, il y a un neuromédiateur qui est en quantité insuffisante, qui est l'acétylcholine. Et effectivement, les tout premiers travaux thérapeutiques sur un d'Alzheimer consistaient en injection d'acétylcholine dans le liquide céphalorachidien. On faisait des ponctions lombaires aux patients et on leur injectait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un peu d'acétylcholine. Et c'est comme ça qu'on avait essayé de corriger ce déficit en acétylcholine, qui est une petite part des mécanismes d'un maladie d'Alzheimer. Mais c'était un moyen sur lequel on avait la possibilité d'agir. Et le début des traitements de la maladie d'Alzheimer, c'était des injections d'acétylcholine. On ne le fait plus maintenant, ce sont des traitements qu'on prend par la bouche. Bon. Mais effectivement, il y a des maladies où on modifie les neuromédiateurs. Dans la dépression, on supplémente, beaucoup de traitements sont des sérotoninergiques qui augmentent le taux de sérotonine dans le cerveau. Donc ce sont des médicaments déjà largement employés, mais la plupart du temps par la bouche, en médicaments. La 3. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô Qui me parle? Allô, ici la base. Allô, docteur, oui. Allô, docteur, ouais. J'ai une question. De fait, vous parlez de dégénérescence de l'hippocampe, d'absence de manque de dopamine pour la maladie de Parkinson. En revanche, est-ce que le cerveau, et là ce sont des visions qui se détectent, en revanche, est-ce que le cerveau est responsable de maladies telles que la dépression, de maladies psychiatriques? Est-ce que le cerveau a un rôle sur ces maladies-là? Et d'où? Alors là, bien sûr que la dépression et les maladies psychiatriques, ça touche le cerveau. La dépression, ça touche quelle partie précise du cerveau? Il faut toujours un petit moment de latence parce que il faut qu'il se regarde, et puis après ça, ils vont qu'il se donne et qu'il sache qui va parler, et après il donne la réponse. Donc la réponse, ici. Ou pas. Il a été dit tout à l'heure que certains antidépresseurs jouaient sur les neuromédiateurs, notamment sur l'acétylcholine, et puis d'autres ont d'autres mécanismes. Sur les maladies psychiatriques, il y a quand même un certain nombre de maladies, des anomalies du métabolisme du cerveau qui a été montré par des études en caméra de Positon ou autres, des études avec des scintigraphies, pour employer un terme que tout le monde connaît. Donc il y a certainement quelque chose qui dysfonctionne dans le cerveau. C'est au stade soit moléculaire, éventuellement cellulaire, c'est au stade des réseaux, mais oui, c'est sous-tendu, bien entendu, par des phénomènes que, pour ma part, on commence à comprendre un petit peu, mais qui méritent des explorations et qui sont en cours d'exploration, certainement. Pour
Par exemple, dans la dépression, des études ont montré qu'il y avait une atrophie hippocampique. On a parlé de l'hippocampe pour la maladie d'Alzheimer. C'est une région qui s'atrophie dans d'autres circonstances et en particulier dans la dépression. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui cause la dépression. Ça, après, il faut comprendre les phénomènes, mais les répercussions des maladies sur le cerveau sont innombrables. Et voilà, pour exemple, la schizophrénie aussi, on observe des dysfonctionnements cérébraux dans la schizophrénie, enfin, et dans tout un tas d'autres maladies psychiatriques. La une. Par rapport à la vieillesse, au vieillissement, je voulais savoir, est-ce que le cerveau, par rapport à d'autres parties du corps, par rapport aux muscles, à l'os, à la vue, résiste mieux par rapport au vieillissement, ou l'ensemble du corps vieillit en même temps, ou ça dépend des individus Oui, parce que souvent on se dit, il y a quelqu'un, il tient plus debout, il a une bonne mémoire. Ou il y a quelqu'un, il a perdu la mémoire, mais il est encore bien physiquement. C'est général ou est-ce que vous avez des réponses là-dessus, ou ça dépend des individus? Non, le cerveau c'est une petite merveille, c'est ce qui vieillit le mieux. D'abord, je l'ai dit, vous débarrassez de tous les neurones dont vous n'avez pas besoin, vous connaissez dès la naissance, et c'est l'organe qui vieillit le mieux. Si vous avez 80 ans, vous aurez du mal à aller faire un marathon, mais vous pouvez faire encore des choses innombrables avec votre cerveau. Vous pouvez continuer à écrire, si vous êtes écrivain, vous pouvez continuer à apprendre, vous pouvez continuer à faire des conférences, et vous pouvez continuer à apprendre et accumuler des connaissances nouvelles tout le temps de votre vie, si vous en avez la force physique aussi. Mais c'est un cerveau, le cerveau est un organe qui vieillit remarquablement bien, bien mieux que les articulations, les os, les muscles, votre tube digestif, les yeux, les oreilles et le reste. Avec un petit point supplémentaire, c'est qu'il y a une grosse variabilité interindividuelle. Ça, on sait très bien en regardant autour de nous que des personnes vieillissent mieux que d'autres. Ce qu'on appelle le vieillissement réussi, des gens qui sont extrêmement en forme intellectuellement, très âgés, et puis d'autres qui sont moins en forme. C'est une grosse variabilité, beaucoup plus que chez les sujets jeunes. La 6. Bonjour, alors je m'appelle Chloé, j'ai 14 ans, et ma grand-mère a l'Alzheimer, et je voulais savoir si, par un moyen ou un autre, on pouvait détecter si les descendants de ma grand-mère pourraient avoir l'Alzheimer par la suite. Quel âge a votre grand-mère? 77 ans. Bon, à 77 ans, à peu près 15 à 20% des sujets ont une maladie d'Alzheimer. Donc c'est une maladie, on va dire, banale à cet âge-là. Je ne dis pas que c'est pas grave, bon, peu importe. C'est une maladie banale. Bon, quand vous aurez 77 ans, la médecine aura encore fait des progrès. Vous allez probablement faire des études que votre grand-mère n'a peut-être pas pu faire. Donc vous aurez ce qu'on appelle une réserve cognitive plus élevée. Vous aurez une hypertension artérielle, vous n'aurez peut-être pas parfaitement maîtrisé. Donc les risques que vous développiez de maladie d'Alzheimer, du fait des progrès, vont grandement diminuer. Alors, le docteur Tenin l'a dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie héréditaire, c'est-à-dire que ce n'est pas dû à des mutations des gènes. C'est exceptionnel, mais effectivement, il y a des facteurs de risque génétiques. Bon, les facteurs de risque génétiques, c'est des gènes qui sont tout à fait normaux. On a le gène X ou Y, alors pas celui-là, mais par exemple le numéro 2 et le numéro 3. Et si vous avez le 2, vous avez plus de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer que si vous avez le 3. Alors peut-être que vous avez ces gènes-là, mais peu importe, on n'y peut rien. Et le risque que vous ayez un jour une maladie d'Alzheimer, bon, c'est à peu près le risque du reste de la population. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Et puis, quand vous aurez 77 ans, je serai mort depuis longtemps, je m'en occuperai plus. Je pense que ça ne va pas la rassurer de savoir que je serai mort quand elle aura 77 ans, mais sachez-le. On vous dira où aller porter des fleurs. Ni fleurs, ni couronne. Très bien, ça fera des économies. Il y a 3. En plus, vous ne les verrez pas. Les cadeaux dont tu ne te souviens pas, vous en avez parlé tout à l'heure avec les enfants, mais ça, c'est vrai pour les morts aussi. C'est vrai, vous apportez des fleurs sur une tombe, pourquoi faire pour que le cimetière soit beau 3. Bonsoir. Donc moi j'ai une question, donc vous me dites si je me trompe, mais sur la thérapie du miroir. J'ai lu un article l'année dernière, la thérapie du miroir donc dans les cas d'AVC, qui servirait donc à rééduquer par exemple le bras, qui consiste à mettre un miroir entre les deux bras, de bouger par exemple la main du côté sain, et qui permettrait au cerveau de... Enfin, ça tromperait le cerveau en fait, et le cerveau aurait l'impression de bouger la main lésée.
Donc du coup, je ne sais pas du coup si vous connaissez, mais comment expliquer ça? Non, il y a des trucs qu'on connaît quand même. Enfin, moi je connais, eux je sais pas. Non, allez-y, non, moi je suis là pour passer les plats, moi. Écoutez, il faudrait que ce soit un médecin rééducateur qui vous réponde. Sur le menton. On sait simplement qu'après un accident vasculaire cérébral, quand il y a une hémiplégie, une paralysie, quand on essaye de faire bouger un bras ou un pied, par exemple, très régulièrement, le bras de l'autre côté ou le pied de l'autre côté bouge également. C'est ce qu'on appelle des syncinésies. Ça veut dire qu'on met en jeu l'hémisphère cérébral de l'autre côté pour tenter de venir au secours de l'hémisphère qui ne marche plus bien. Alors je suppose que c'est une rééducation qui est basée sur ce genre de principe. Mais là, ce serait vraiment un médecin rééducateur qui pourrait vous répondre. Hein. Il y a autre chose d'assez étonnant, c'est le membre fantôme. Les gens qui sont amputés d'un bras, mais le cerveau a gardé la marque, l'empreinte de ce bras et souffre. Donc on a mal, enfin les gens décrivent ça, hein, les amputés, ils ont mal à un bras qui n'est plus là. Mais ils ont la vraie douleur, comme si leur main leur faisait mal alors qu'elle n'est plus là. Ça c'est l'empreinte du schéma corporel. 2 questions encore avant de terminer. C'est la 2. Bonjour. Je voulais vous poser une question au sujet de l'hypnose. J'aurais voulu savoir comment ça fonctionne, sachant qu'aujourd'hui, je crois, l'hypnose est utilisée dans beaucoup de domaines pour soigner ou en tout cas aider à la guérison. Merci. Alors l'hypnose, mais dans le... Rien à voir avec la mémoire, c'est l'hypnose en général. Alors l'hypnose, c'est vrai qu'elle est très utilisée. Où elle est située dans le cerveau? Quelle est la partie du cerveau qui est touchée par l'hypnose. C'est vrai que surtout sous hypnose, on ne se rappelle pas normalement. Et pour savoir ce que l'on a dit sous hypnose, en général on est enregistré, il faut qu'on s'écoute pour savoir ce qu'on a dit, on ne s'en rappelle pas. Alors le lien qu'il y a avec tout ça au niveau du cerveau et de la mémoire. Alors, on ne parle pas de Mesmer, on parle de l'hypnose à l'hôpital. Tout à fait, oui. D'accord. L'hypnose à l'hôpital qui est très utilisée maintenant dans certains centres, ne serait-ce que pour opérer sous hypnose, pour aider les gens à se relaxer avant l'anesthésie ou l'intervention chirurgicale. Alors, qu'est-ce qui est sensible dans le cerveau quand on fait l'hypnose? Je n'en sais rien ou pas grand-chose. Ceci étant dit, je pense que plus qu'un trouble de mémoire, l'hypnose c'est peut-être plus un trouble de la conscience. C'est-à-dire que on pourrait presque imaginer que c'est une sorte de sommeil, éveillé en quelque sorte, mais je pense que plus qu'un trouble de mémoire, il y a un trouble de conscience. Un peu plus, c'est plus que des choses qu'on ne peut pas entendre, qu'on n'enregistre pas, qu'on oublie. C'est une sorte d'état de, je ne sais pas s'il faut dire de rêve, mais dans une sorte d'éveil. Donc je ne connais pas bien ça, ce sont les psychiatres qui connaissent bien ça. Mais c'est plus de l'ordre de la conscience. On va terminer avec la 5, parce qu'il faut qu'il ferme la salle après. Bonsoir. Donc moi, ma question porte sur la maladie d'Alzheimer. On dit que les femmes sont plus sujettes que les femmes à développer la maladie d'Alzheimer, donc je voulais savoir... Que les hommes. Que les hommes, pardon. Parce que les femmes, que les femmes sont plus sujettes à développer la maladie d'Alzheimer. Je voulais savoir si c'était vrai et pourquoi. Alors, jusqu'au dernier moment, ils me l'auront fait. Oui, alors beaucoup de tristesse pour ces dames, parce que c'est 2 tiers, 1 tiers, aux dépens des femmes pour la maladie d'Alzheimer. Mais les perspectives sont radieuses, parce qu'on prévoit aussi, je vous ai dit tout à l'heure, on prévoit maintenant l'incidence, probablement de la maladie d'Alzheimer et de ce qu'on appelle les démences, au sens large, c'est un vilain terme, mais c'est pas grave. Et on suppose que le déséquilibre homme-femme va également se corriger, peut-être pour réveiller l'équilibre, avec une idée qui est actuellement très creusée et sur laquelle il y a beaucoup de recherches, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Ce qui semble clair, c'est que le niveau d'éducation des femmes va s'élever par rapport à ce qu'elle était autrefois. Les femmes font des études, comme les hommes, pareil, et on suppose que ce niveau socio-culturel ou culturel qui va s'élever est en quelque sorte un facteur protecteur contre la maladie d'Alzheimer, qui soit ne se développe pas, soit se développe plus tard. C'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait d'ateliers, mémoire, choses comme ça. Et je disais, il faut rester occupé, il faut rester intéressé par tout ce qu'on aime faire, et il faut rester dans le bain, en quelque sorte. Et ça a trait avec la réserve cognitive. Plus on sait de choses, plus on est intéressé, plus on apprend,
plus votre cerveau résiste, fait des synapses et dit à la maladie, attends, recule. Donc pour les femmes, on pense que c'est ce qui va se passer. Allez, égalité en 2050, je serai peut-être encore vivant, tout juste. Oh, je suis pas sûr. Hein. J'ai dit alors, avant de vous quitter, comment? J'ai quelque chose à vous dire. Dites-moi. Parce que pour les 77 ans, je suis désolée, mais j'ai pas encore l'Alzheimer. Je fais du soutien scolaire tous les jours. Je fais partie d'une troupe de théâtre et j'ai appris les claquettes cette année. Alors, pour les femmes qui ont l'Alzheimer... On vous applaudit, madame. C'est bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez bien fait d'intervenir sur cette note positive. Je voudrais, d'une part, vous remercier d'être venus si nombreux. Je pense que nous avons battu le record d'affluence depuis que nous avons commencé ce Tour de France. Bravo à votre dynamisme. Si vous voulez avoir des informations, des dossiers sur tout ce que nous venons de dire ce soir, vous avez deux sites, allodocteur.fr, que vous voyez là, avec des dossiers complets sur la mémoire. Vous pouvez aussi aller sur le clubsantédébat.com et sur la mutuellegénérale.fr. Je voudrais remercier chaleureusement Monsieur le député maire de nous avoir reçus et toute son équipe de la mairie d'Alençon, parce que vous avez été formidables. Et en plus, le député maire est resté jusqu'au bout de la conférence, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, ils viennent dire un petit coucou parce qu'il y a du monde, et puis hop là, merci d'être resté jusqu'au bout. Un grand merci à la Mutuelle Générale qui nous accompagne depuis le début, à Alain Flelou, à France Bleu, à Ouest France. Et puis, je voudrais terminer sur un petit mot de Pierre Dac qui me fait toujours beaucoup rire. Il disait... Si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. Passez une très bonne fin de soirée. Merci.